son père se réveille, il tire sur son père, il tue son père. Sa mère se réveille, il tue sa mère. Il va tranquillement dans la chambre de ses frères jumeaux. Il tue son premier frère et il tue son deuxième frère. Est-ce que déjà vous avez eu peur une fois? La particularité, c'est que j'ai jamais eu peur. Jamais. Et quand il allait pas bien, l'hôpital allait pas bien. On pouvait y envoyer une douzaine d'infirmiers, on pouvait y envoyer la police, on pouvait y envoyer, etc. Il éclatait tout. Il a fait en sorte que plus aucun service de psychiatrie marseillaise ne veuille de lui. En tant que psychiatre, si on veut avoir un minimum d'objectivité, il faut essayer de quitter la sidération. La schizophrénie aujourd'hui, c'est 1 à 3% de la population, donc c'est 700 000, 1 million de personnes. Les troubles dépressifs, vous avez une chance sur 5 de faire un épisode dépressif durant votre vie. Vous avez aujourd'hui plus de chances de mourir atteint par un impact de foudre que tué par un schizophrène. L'hôpital, c'est un milieu qui peut avoir un côté très hostile. Parce que l'hôpital, c'est fait de rivalité. Et il dit, c'est moi qui l'ai tué. On va faire comme si tout s'est bien passé, et puis après, vous allez pouvoir repartir tranquillement. Bonjour à tous, je suis Cristobal Lecrèf, bienvenue sur la chaîne YouTube du Nouveau Détective. Aujourd'hui, je reçois Laurent Layet, psychiatre et expert judiciaire, qui a sorti un livre Au pays des ombres, chez Mareux Éditions, le 25 septembre. Bonjour Laurent Layet, comment ça va? Très bien. Bon, je vais attaquer directement dans le vif du sujet. Pour vous, c'est qui le meurtrier le plus emblématique que vous avez eu à expertiser? Alors, c'est difficile de faire une classification. Pourquoi? Parce que y a des cas qui sont très intéressants pour les psychiatres, qui le sont un peu moins pour les médias. Et il y a des cas qui sont très intéressants pour les médias, mais qui le sont beaucoup moins pour les psychiatres. Donc, j'ai vu un certain nombre de criminels, oui, qui m'ont interpellé. Et en plus, j'avais une double casquette. D'un côté, je travaillais en UMD, comme j'en parle dans mon livre, donc j'ai eu à soigner un certain nombre de criminels. Et d'un autre côté, je suis expert judiciaire, donc j'en ai eu à expertiser. Mais on pourrait dire, par exemple, que la dernière affaire à laquelle j'ai participé, c'est-à-dire l'affaire des viols de Mazan, a été une des affaires les plus marquantes de ma carrière. En tant que psychiatre ou plutôt pour la sphère médiatique, justement? Alors, plutôt pour la sphère médiatique, c'est-à-dire qu'il a fallu quand même faire face à un procès qui était hors norme. Et par rapport à ça, ça demandait quand même quelques aménagements assez particuliers. Et en tant que psychiatre, est-ce que vous avez pu expertiser des personnes dont le cerveau vous a bouleversé, dont le cerveau était une énigme finalement? J'ai expertisé et j'ai soigné aussi des individus dont encore aujourd'hui, après 25 ans d'expérience, j'ai pas la réponse à toutes les questions. Parce que justement, vous avez été chef du pôle psychiatrique à l'UMD. Très concrètement, c'est quoi un UMD? Alors, une UMD, par définition, c'est une unité pour malades difficiles. Donc, à l'origine, dans l'UMD, il y avait 4 UMD en France. C'est des unités qui ont été créées dans les années 40 à 50 et qui étaient destinées à accueillir des patients qui présentent une dangerosité particulière et donc qui nécessitent des mesures de soins intensifs et de sûreté. Donc, à l'origine, il y avait 4 UMD en France. Comment on se retrouve en UMD? Parce qu'on connaît forcément l'hôpital psychiatrique, la prison, mais l'UMD, quel parcours pour y aller? Alors, l'UMD, c'est un peu le bout de la chaîne. C'est-à-dire que les UMD accueillent de façon indifférente soit un détenu, parce que sa situation psychiatrique fait que son état est incompatible avec la détention, soit parce que quelqu'un a commis un acte qui a défrayé la chronique, un acte très grave, sous-tendu par une pathologie mentale, soit parce que les services de psychiatrie ordinaires n'arrivent plus à gérer un patient. Et donc, ces 3 types de profils arrivent à l'unité pour malades difficiles. Alors, il y a quelque chose qui m'a interpellé dans votre livre, c'est concernant l'esthétique justement des UMD. Vous parlez de murs décrépits, de néons blafards. L'hôpital psychiatrique et plus précisément l'unité pour les malades difficiles, c'est quand même un endroit où on essaye de renouer avec le sens de la vie. Là. Comment on fait avec un esthétique un petit peu triste, morne, quoi? C'est fait exprès? Alors, non, c'est pas fait exprès, mais en fait, les UMD, les unités pour malades difficiles, sont des unités qui ont été créées, comme je vous dis, dans les années 50 et elles n'ont pas été réhabilitées. Sauf ces dernières années, où effectivement, les UMD ont, pour la plupart, et notamment celle où je travaillais, l'unité pour malades difficiles de Montfavet, donc qui est à côté d'Avignon, avait subi un lifting impressionnant, donc elles ont quasiment été détruites et reconstruites, et ça a énormément modifié les prises en charge.
Et alors aujourd'hui, ça ressemble à quoi une chambre d'un patient à l'UMD de Montfavet, par exemple? Alors aujourd'hui, un patient qui est accueilli à l'hôpital de Montfavet a d'abord une chambre individuelle, ce qui n'était pas le cas avant. Par contre, c'est une chambre qui est spécifiquement aménagée pour ne pas qu'elle présente une dangerosité particulière, c'est-à-dire que le lit est scellé au sol, c'est-à-dire que le bureau est scellé au sol, c'est-à-dire que dans la salle de bain, il n'y a pas de pommeau de douche. Il y a rien qui peut être pris comme un objet contondant ou susceptible d'être utilisé comme une arme. C'est-à-dire qu'avant, les malades considérés comme dangereux, les plus dangereux de France, cohabitaient dans la même chambre. Alors avant, il y avait des chambres à plusieurs, et notamment à l'UMD originel de Montfavet, il y avait des chambres où ils étaient 6. Il y avait 6 lits et une toute petite salle de bain avec une porte de saloon. Et effectivement, il y avait 6 malades difficiles qui cohabitaient dans la même chambre. Ça a jamais laissé lieu à de gros débordements, ça? Alors, justement, c'est un lieu où on est fait pour gérer ces débordements-là. Donc, en fait, c'est une clinique psychiatrique particulière, c'est une façon particulière de prendre en charge les malades. Et donc, il y a un savoir-faire qui est retrouvé pardon, spécialement à l'UMD. Très concrètement, un cannibale pouvait partager sa chambre avec un violeur d'enfants en série, quoi. Alors, oui, à partir du moment où le point commun, c'est qu'ils sont atteints de maladie mentale. C'est ça le point commun de tous les patients qui sont accueillis à l'UMD. Et donc, la maladie mentale fait que les soignants ne soignent pas un cannibale, ne soignent pas un violeur, ils soignent quelqu'un qui atteint une pathologie psychiatrique. Donc, en fait, ils soignent la pathologie psychiatrique. Si on veut faire un parallèle, un chirurgien qui reçoit un blessé par balle va pas demander si la blessure elle est issue d'un accident de chasse ou d'un braquage de banque. Il va soigner le patient. Eh ben, à l'UMD, c'est exactement la même chose. On ne demande pas ce qu'ils ont fait, on les soigne. Mais ils sont quand même capables de faire des choses absolument horribles, mais même envers le personnel ou envers eux, entre eux, je veux dire. Alors, les UMD, ils sont destinés à accueillir des patients très particuliers. C'est-à-dire qu'ils ont des pathologies mentales et ces pathologies mentales vont s'exprimer sur le mode de l'agir, sur le mode de la transgression. Alors, il faut dire que la plupart des malades mentaux n'ont pas ce type de manifestation. 99% des malades mentaux sont en fait des victimes, des gens qui sont victimes de la société. Mais parmi les patients qui souffrent de malades mentaux, il y a un petit pourcentage, 1 à 2%, pour lequel effectivement la maladie va s'exprimer par des actes de transgression, c'est-à-dire des troubles du comportement, c'est-à-dire de la violence, et certaines fois de la violence extrême. Très concrètement, ça ressemble à quoi la journée type d'un patient à l'UMD de Montfavet? Alors, la journée type d'un patient, elle est peut-être enviable par rapport à d'autres patients qui sont hospitalisés en psychiatrie, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que oui, c'est extrêmement sécurisé à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a un mur d'enceinte qui fait 6 mètres, il y a un seau de loup, il y a des grilles partout. Mais à l'intérieur, les patients, finalement, ils ont beaucoup plus de liberté que certains patients en psychiatrie et ils ont surtout un planning à la journée et un planning à la semaine. C'est-à-dire qu'ils savent à quel moment ils seront vus par le psychiatre, ils savent à quel moment ils seront pris en charge par la psychologue et ils ont un certain nombre d'activités thérapeutiques. C'est un moyen de soigner leur pathologie. Quel genre d'activité d'activité thérapeutique? Ça peut être un foot, des échecs? Alors oui, il y a un terrain de foot à l'intérieur de l'UMD, il y a une salle de gym, il y avait même une piscine intérieure et il y a de l'art-thérapie aussi, mais il y a tout un travail aussi sur la gestion de l'impulsivité, sur la gestion des passages à l'acte, sur la gestion de l'agitation. Là aussi, il y a une prise en charge qui est très très spécifique. Mais à côté de ça, les patients qui sont à l'UMD, par rapport à d'autres services de psychiatrie, ils vont y séjourner beaucoup plus longtemps. C'est-à-dire que ça ne se compte pas en jours ou en quelques mois, mais plutôt en de nombreux mois, voire quelques années. Donc en fait, on a le temps de mettre en place des soins. Je suis quand même obligé de vous demander ça, mais vu ce que vous me dites, mieux vaut être à l'UMD de Montfavet qu'en prison, finalement. Très clair. Alors non, non, clairement non, pourquoi? Parce que quand vous êtes en prison, vous décidez quand est-ce que vous vous levez le matin, vous décidez à quelle heure vous mangez, vous décidez à quelle heure vous allez fumer votre cigarette, vous décidez si vous allez en promenade ou pas. Vous êtes libre de savoir de pouvoir dire si vous prenez un médicament ou pas. Quand vous êtes à l'UMD, vous n'avez pas le choix de tout ça. On vous dit à quelle heure vous fumez, on vous dit à quelle heure vous vous levez, on vous dit ce que vous allez faire, on vous dit quand est-ce que vous allez prendre votre médicament. Et si vous refusez, tout ça peut vous être imposé. Ça, justement, j'imagine que les patients en UMD, ils arrivent à le supporter grâce aux traitements médicamenteux que vous leur faites prendre. Est-ce qu'il y a des effets secondaires qui vous ont surpris? Est-ce que des fois, ils peuvent péter des câbles? Alors, les malades accueillis en UMD ont des pathologies qui sont graves. Pour prendre en charge une pathologie grave,
on a besoin aujourd'hui des thérapeutiques médicamenteuses. Les thérapeutiques médicamenteuses, elles ont fait énormément de progrès. La psychiatrie est peut-être un des domaines dans lequel les médicaments, sur les 60 dernières années, ont fait le plus de progrès. N'empêche que ça reste des maladies graves et que ça nécessite parfois des doses de médicaments qui incluent des effets secondaires qui sont très très importants. Les effets secondaires principaux qu'on connaît en psychiatrie, c'est ce qu'on appelle, alors excusez-moi du terme, c'est un peu la dyskinésie, c'est-à-dire les mouvements qui sont complètement bloqués et figés. D'accord ? Il peut y avoir des tremblements, il peut y avoir un effet de somnolence. Et oui, ça, c'est des effets secondaires qui sont particulièrement gênants. En fait, on peut imaginer des malades psychiatriques qui sautent partout, qui sont vraiment très excités, mais ils sont un petit peu réduits à l'état de zombie en UMD finalement. Alors, réduit à l'état de zombie, je dirais pas ça, mais par contre, vous seriez étonné de voir le calme qui règne en UMD. C'est-à-dire, si vous allez dans un service de psychiatrie ordinaire, c'est souvent très agité, très tendu. Si vous allez à l'UMD, vous serez vraiment surpris par le silence et par le calme. En tant que médecin, enfin en tant que psychiatre, c'est pas pesant de travailler dans cet univers Alors, à la longue? pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé mon métier. C'est-à-dire que j'ai fait de la psychiatrie et je me suis spécialisé dans un domaine particulier de la psychiatrie qui est la psychiatrie médico-légale. Pourquoi j'aime la psychiatrie médico-légale? Parce qu'elle est au carrefour de plusieurs spécialités. Il y a la médecine et la psychiatrie, mais il y a aussi le droit et la sociologie. Et moi, je trouve que c'est une des seules spécialités qui combine toutes ces dimensions. Et c'est pour ça que la psychiatrie médico-légale, elle est passionnante. Justement, tout à l'heure, je vous ai présenté comme psychiatre et expert judiciaire. Il consiste à quoi votre métier finalement? Alors, il y a un volet qui est le volet soigner des patients qui sont atteints de troubles psychiatriques. Donc à l'UMD, ça justement? Alors ça, c'était à l'UMD, voilà. Et il y a un volet qui est le volet expert judiciaire. Alors le volet expert judiciaire, c'est quoi? C'est travailler pour la justice, c'est être auxiliaire de justice. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un a commis un acte de transgression, un acte criminel, un magistrat va demander une expertise psychiatrique. Comment ça se passe quand on fait l'expertise psychiatrique de quelqu'un qui vient de commettre l'horreur? Ça se passe dans une pièce, on lui parle, on lui pose quel genre de questions? Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un processus qui est tout à fait normé et très rigoureux. Voilà. D'abord, généralement, on est nommé par un magistrat, d'accord? Et le magistrat, avant de nous désigner, il nous envoie le dossier d'instruction. Ça veut dire qu'on a une copie numérique de tous les éléments de l'instruction. C'est-à-dire qu'on peut avoir les photos de la scène de crime, on peut avoir les témoignages de toutes les personnes qui étaient là à ce moment-là, et tous les actes d'enquête. Donc en fait, on s'imprègne de la situation avant d'aller voir l'individu. Ensuite, on peut aussi demander, si la personne avait des antécédents médicaux, de faire saisir ces documents médicaux. Que ce soit chez son médecin traitant, que ce soit dans un hôpital. Donc en fait, on demande au magistrat de saisir les dossiers. Et en fait, on reçoit les dossiers, donc tous les antécédents médicaux. Et ensuite, on va aller rencontrer l'individu. Et en rencontrant l'individu, on va avoir un entretien avec lui. Mais l'entretien, c'est pas une conversation sur un coin de table, c'est pas... On va lui laisser un temps d'expression, mais certains ne s'expriment pas spontanément. Et ensuite, on va avoir une liste de questions assez précises. Pourquoi? Parce que l'examen psychiatrique, dans le cadre de l'expertise, elle vise un seul objectif, c'est répondre aux questions qui sont posées par le magistrat. C'est pas un acte de soin, c'est un acte de procédure dans un procédé criminel. Vous parliez du temps de parole que vous laissez à l'accusé. Il peut vous dire quoi spontanément comme ça? Alors, c'est aussi variable. Il y a des accusés, enfin, c'est pas des accusés à ce moment-là, c'est des gens qui sont présumés innocents, parce qu'ils sont pas encore été jugés. Ouais. C'est des mises en cause. Mmh. Voilà. Alors, les mises en cause, ils peuvent être extrêmement prolixes. C'est-à-dire que c'est des gens, quand on va leur dire pourquoi vous êtes en détention, ils vont être intarissables, et ça peut durer des minutes, voire des heures. Et alors, l'expert a le choix, effectivement, d'accueillir ce discours et d'attendre qu'il se termine, ou alors, ensuite, de poser un certain nombre de questions, parce qu'on a besoin de faire ce qu'on appelle une analyse sémiologique, c'est-à-dire une étude des signes cliniques. Et pour étudier les signes cliniques, on a un certain nombre de questions à poser et de voir quelle réaction l'intéressé va avoir par rapport à ces questions. Justement, ça peut être quel genre de questions? Vous pouvez me donner des exemples? Ah oui, complètement. Alors d'abord, on va explorer sa biographie, son histoire. Quels sont, quand est-ce qu'il est né? Est-ce qu'il a des frères et sœurs? Quel rapport il avait avec ses parents?
Est-ce qu'il a subi des violences? Est-ce qu'il a subi des maltraitances? Est-ce qu'il a été placé en foyer, en famille d'accueil? Est-ce qu'il a été suivi par un éducateur? Quel rapport il avait avec ses parents globalement? Ensuite, à quel moment il a pris son autonomie? Ensuite, on va refaire avec précision toute sa trajectoire scolaire. Est-ce qu'il a redoublé des classes? Quelle classe il a redoublé? Est-ce qu'il avait une appétence pour les études? Est-ce qu'il s'est fait renvoyer des établissements scolaires? Est-ce qu'il a fait des classes spécialisées? Est-ce qu'il a obtenu des diplômes? Est-ce qu'ensuite il a travaillé? Est-ce qu'il y a eu des interruptions dans sa trajectoire au niveau du travail? Comment il s'est intégré? Comment il s'est inséré professionnellement? Ensuite, on va faire toute sa trajectoire sentimentale aussi. Est-ce qu'il a eu des relations affectives? À quel moment il a eu sa première petite amie? À quel moment il a eu sa première relation sexuelle? On va décortiquer avec précision toute son histoire. Ensuite, on va faire les antécédents. Est-ce qu'il a déjà été opéré? Est-ce qu'il a déjà eu des maladies? Est-ce qu'il a déjà été soigné par un psychiatre? Est-ce qu'il a déjà été soigné par un psychologue? Voilà. Et tout ça, on va le recueillir de façon précise et on va le croiser avec les éléments du dossier. Oui, parce que justement, il est libre de vous dire ce qu'il veut. Là. Tout à fait. Et donc, nous, on va le croiser avec des éléments objectifs du dossier. Et ensuite, on va lui demander est-ce qu'il a déjà commis des actes de transgression? Et on va le croiser avec son casier judiciaire qu'on a. Et on va aussi évaluer ses addictions. Est-ce qu'il consomme du tabac? Est-ce qu'il consomme de l'alcool? Est-ce qu'il consomme du cannabis? Est-ce qu'il consomme de la cocaïne? Qu'est-ce qu'il a déjà expérimenté dans son histoire? Alors, ça prend combien de temps de faire tout ça? Ça se fait en un rendez-vous? Ça se fait en plusieurs rendez-vous? Puisque ça a l'air de prendre plusieurs heures. Alors, ça peut prendre plusieurs heures et ça dépend en fait de la façon dont l'intéressé va participer à l'examen. Et c'est extrêmement variable. Il y a des individus qui sont capables, en un seul rendez-vous, en 1 heure, en 2 heures, de balayer tous ces sujets et qu'on ait des éléments tout à fait objectifs et tout à fait utilisables. Il y en a d'autres, ça va être beaucoup plus compliqué. On va être obligé de revenir les voir et de creuser un certain nombre de questions. C'est des questions, en somme, assez banales que vous posez au présumé innocent. Oui. À partir de ces bases-là, vous pouvez savoir s'il a un problème psychiatrique. Alors oui, on peut savoir s'il a un problème psychiatrique. Pourquoi? Parce que ce qui compte, c'est ce qu'il va dire, mais ça, c'est un recueil de données. Mais ce qui compte aussi, c'est l'attitude qu'il va avoir. Est-ce qu'il est capable de construire une phrase? Est-ce qu'il est capable de maintenir son attention et sa concentration? Est-ce qu'il est bien orienté dans le temps et dans l'espace? Est-ce que son niveau d'intelligence est normal? Est-ce qu'il est capable de raisonner? Est-ce qu'il est capable de synthétiser une information? Ça, c'est ce qu'on appelle l'analyse des fonctions cognitives. Elle se fait dans l'entretien. On est capable, à partir de ces éléments, de voir si l'intéressé est capable de faire ça. Et ensuite, on va rechercher s'il a des maladies psychiatriques. On va voir s'il entend des voix. S'il entend une voix au moment où on le parle, on va voir qu'en fait, il va se détourner, il va regarder ailleurs, il va avoir son discours qui va s'interrompre, il va parler, il va vous regarder bizarrement, il va avoir des attitudes où d'un coup, il va vous parler, puis hop, il va s'arrêter de parler. Ou alors, il va avoir un discours à parler normalement, puis la voix va se ralentir, et puis ensuite, il va reparler assez vite. Tout ça, c'est des éléments cliniques qu'on connaît. On va voir si son humeur est stable. C'est-à-dire, est-ce que il est triste? Ou particulièrement, est-ce qu'il a des idées noires? Est-ce qu'il a des idées suicidaires? Est-ce qu'il est anxieux? Est-ce qu'il a des troubles obsessionnels compulsifs? Est-ce qu'il a fait des attaques de panique? Tout ça, c'est quelque chose qu'on va explorer. Alors, c'est extrêmement long et très, très précis, mais c'est quelque chose qu'on est capable, nous, psychiatres, c'est notre quotidien. Donc, mais vous lui posez la question, bonjour monsieur X, est-ce que vous entendez les voix? Vous lui posez la question? Alors oui, on peut lui poser la question. Certains vont pouvoir répondre, d'autres vous diront, ceux qui entendent beaucoup de voix, vous diront non, jamais. Et puis d'un coup, ils vont s'arrêter. Et puis on va voir qu'il se passe quelque chose. Ça, c'est une habitude, effectivement, c'est ce qu'on appelle la clinique. Voilà. Et on va voir effectivement qu'il y a des phénomènes de barrage, ce qu'on appelle un barrage. Un barrage, c'est, je vous parle, et hop, je reprends. Okay. Ça, c'est un barrage. Ça veut dire que dans sa tête, il y a quelque chose qui s'interrompt. Et si ça s'interrompt parce que la pensée s'arrête. Si la pensée s'arrête, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vient interrompre la pensée. Donc, potentiellement une hallucination. Mais ça nous arrive plus ou moins tous d'avoir des moments d'absence comme ça quand... Alors oui, ça nous arrive tous. Donc il y a... mais un moment d'absence n'est pas un barrage. D'accord. Voilà. Parce que le barrage, à un moment donné, on va voir que la personne, hop, elle entend quelque chose ailleurs. Voilà. On est quand même assez rodé à détecter ce type de signe. Alors c'est dans le non-verbal. Mais on est quand même très habitué à pouvoir détecter ça. Voilà, justement, c'est ça qui est surprenant, c'est qu'on s'attend à ce que ce soit des questions finalement qui soient là pour établir si oui ou non le patient a un trouble psychiatrique, mais en fait, ça peut être des tocs comme ça, de taper la table, ça peut être en fait, c'est non-verbal, voilà, vous l'avez dit, oui. La communication, elle est à 20% verbale et elle est à 80% non-verbale. Et 80% non-verbal, c'est la mimique, c'est-à-dire le visage, les expressions du visage,
l'attitude du corps, la réaction à une question, l'intonation de la voix, le rythme des mots. Tout ça, c'est ça qui constitue le socle de l'examen psychiatrique. Vous avez des déformations professionnelles, je veux dire en société, vous amusez un petit peu à regarder les mimiques des gens Alors, je ne veux pas dire que je m'amuse à le faire, mais c'est quelque chose qui est naturel, effectivement. Je vois ce qu'on appelle les attitudes défensives, je vois les gens qui ont plutôt une rigidité dans le raisonnement, je vois les gens qui sont anxieux. Oui, c'est des choses, effectivement, qu'on apprend à détecter. Les tueurs, généralement, que vous pouvez expertiser, ce sont des gens quand même assez dangereux, du moins très imprévisibles. Est-ce qu'ils sont menottés? Est-ce que déjà vous avez eu peur une fois? Alors, la particularité, c'est que j'ai jamais eu peur. Jamais. Et ça fait 25 ans que je fais des expertises, 25 ans que je suis médecin psychiatre, et je n'ai jamais eu peur à l'UMD, et je n'ai jamais eu peur en expertise. Et j'ai toujours évalué les personnes, que ce soit à l'UMD ou que ce soit en expertise, en tête-à-tête, sans personne avec moi. Jamais. À l'UMD, il m'arrivait de faire des entretiens à 19 h dans des bureaux qui étaient éloignés. Je n'ai jamais ressenti de sentiment d'insécurité. Pourquoi? Parce qu'en fait, la connaissance des signes cliniques, la connaissance de cette clinique permet finalement de mettre la peur à distance. La maladie, c'est des choses que je connais. Les troubles du comportement, c'est des choses que je connais. Alors, ça ne veut pas dire que je vais m'exposer, je ne suis pas une tête brûlée, je ne vais pas aller... mais voilà, c'est des choses où... voilà, c'est vraiment un savoir clinique qui permet finalement d'abord de ne pas être sidéré, et en plus de mettre voilà, cette peur à distance. Donc ça vous est jamais, ça vous est jamais arrivé d'avoir des problèmes lors d'expertise, un patient qui devient violent, qui devient ingérable? Alors, j'ai déjà été menacé, mais parce que dans l'expertise, on expertise des gens qui ont des pathologies, et on expertise des gens qui n'ont pas forcément de pathologie, mais qui sont mêlés à des affaires judiciaires. Voilà, j'ai expertisé des gens qui faisaient partie de gangs criminels. Voilà, on parle de la DZ Mafia, par exemple. Voilà, tous les tueurs qui ont été désignés par la DZ Mafia, je les ai vus. J'ai vu beaucoup de gens qui revenaient de Syrie et qui ont été mis en cause dans des actes terroristes. J'ai vu des gens qui faisaient partie du grand banditisme. Alors eux, j'ai vu des gens qui faisaient partie de la brise de mer en Corse. Des gens qui, alors c'est beaucoup plus vieux, mais qui faisaient partie de l'ETA, qui étaient des terroristes de l'ETA. Donc voilà, donc j'ai vu, parce que cette population, on demande aussi aux experts psychiatres de l'évaluer. Alors eux, effectivement, au cours de l'expertise, ils peuvent avoir des attitudes d'intimidation. Ça peut être quoi, par exemple, quand vous parlez d'intimidation? Alors, assez particulier, parce que je pense que c'est une criminalité assez particulière. À un moment donné, on m'a demandé d'examiner des gens qui étaient possiblement en lien avec la brise de mer, donc une organisation criminelle corse. Et je suis venu voir un de ces individus parce qu'il avait demandé, alors lui, il avait déjà été condamné, mais il demandait un aménagement de peine. Et donc, on demande à l'expert psychiatre d'évaluer sa dangerosité. Donc, je m'assois en face de lui, je me présente. Je présente ma mission, voilà pourquoi je suis là. Il a le droit de me parler, il n'a pas le droit de me parler, enfin, c'est pas... Et donc, je commence à lui poser des questions. Et là, il ne me répond pas. Du tout. Pas un mot. Un silence. Et il me dit, docteur, c'est rien contre vous, mais je vais pas participer à ça. Moi, je veux pas. Donc, je me lève, il me dit, oh, surtout pas. Il me dit, si vous partez maintenant, au bout de 3 minutes, les gens vont penser qu'il s'est passé quelque chose d'anormal. Et vous savez que, avec cette espèce qu'on dise, phrase écorce, voilà, il faut que rien ne dépasse et tout. Non, non, non. On va rester un moment ensemble. On va faire comme si tout s'est bien passé. Et puis après, vous allez pouvoir repartir tranquillement. Et je dis non, je ne vais pas rester avec. Il me dit si, vous allez rester avec moi un petit moment comme ça. Parce que sinon, les autres vont penser que ça s'est mal passé. Et je veux surtout pas qu'on pense que ça se soit mal passé. Et alors à ce moment-là, je me suis posé face à lui. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes de si. C'est extrêmement long. Et au bout d'un moment, je lui dis, mais c'est pas possible. Il me dit, si vous voulez, vous me posez vos questions, mais j'y répondrai pas. Et on a fait un entretien complètement blanc comme ça. Mais avec cette volonté qu'il avait de maîtriser ce moment-là. Et il voulait absolument pas que les autres se doutent, c'est les surveillants pénitentiaires, se doutent que l'examen se passait pas comme il faut.
Pourquoi vous n'êtes pas parti? Je suis pas parti parce que j'avais toujours l'espoir qu'à un moment donné, il y ait quelque chose qui se débloque. Voilà, parce que cette attitude, c'était une posture pour moi. Voilà, c'est-à-dire que j'ai pris ça comme voilà, c'était une manière de me dire c'est moi qui maîtrise. Sauf que quand je suis resté, ce que je voulais lui dire, c'est ben ok, vous avez la maîtrise. Ok, c'est vous qui maîtrisez. Mais est-ce que vous pouvez quand même m'en dire quelque chose? Parce que l'objectif du psychiatre, c'est ça, d'essayer de recueillir quelque chose. Il s'avère que ce jour-là, je suis reparti, j'avais rien recueilli. Vous faites un compte-rendu, vous, après de ça, et alors, il est libéré ou pas? Je suis obligé. Alors, je fais pas un compte-rendu pour dire il doit être libéré ou pas. Je fais un compte-rendu de ce qui s'est passé et je fais un compte-rendu de mes constatations cliniques. Et mes constatations cliniques se résumaient à dire qu'il était dans une opposition totale à toutes les formes d'exploration. C'est tout. Donc, j'ai pas pu conclure. Il a été libéré? Alors, au final, non, il n'a pas été libéré parce que il faut savoir que les juges d'application des peines, ils n'ont pas que les experts psychiatres. D'accord? Ils ont les comptes rendus de la détention, ils ont un certain nombre d'autres éléments qui participent à leur décision. L'expertise psychiatrique n'est qu'un de ces nombreux éléments. C'est qui le tueur le plus emblématique que vous ayez expertisé ou alors que vous avez eu même à l'UMD? Alors, ben dans le livre, j'en parle. J'ai eu Mamadou Traoré, d'accord, qui est quelqu'un qui, il y a une quinzaine d'années à peu près. Le tueur des parkings, c'est ça. Ça. Ouais, c'est ça qu'il était sur. Il s'est attaqué à, en tout, je crois, 6 femmes, dont la plus jeune avait même pas 10 ans, et la plus âgée avait 70 ans. Parmi ces attaques, qui est quand même des attaques ultra violentes, il y en a 2 qui sont décédés à coups de poing, on l'appelait le tueur aux mains nues, et il y en a 4 autres qui sont restés totalement amnésiques des faits, tellement l'agression a été violente. Il faisait quoi, Mamadou Traoré, exactement? Enfin, je veux dire, c'était quoi ces 6 agressions? Alors, ces 6 agressions, c'était un mélange d'agressions très violentes pour détrousser ces personnes, c'est-à-dire qu'il leur volait leurs affaires, mais il y a aussi eu des agressions sexuelles. Et il y a une espèce de combinaison des deux. Alors, autant Mamadou Traoré a reconnu qu'il les avait agressés violemment, physiquement pour les détrousser, mais il n'a jamais réellement reconnu qu'il les avait agressés sexuellement. Or, il y avait des signes objectifs de viol sur les scènes de crime. Et du coup, il n'a pas été reconnu coupable? Alors, il a été coupable. Il n'a pas été reconnu responsable. Non, il n'a pas été reconnu irresponsable, il a été responsabilisé. Et donc, il est allé en détention. D'accord. Sauf que, comme Mamadou Traoré, quelqu'un qui n'est pas indemne de troubles psychiques, en détention, il n'a pas tenu. Et il s'est attaqué plusieurs fois à des surveillants. Notamment, il a mis un coup de lame à la joue d'un surveillant. Et c'est suite à ce coup de lame mis sur la joue d'un surveillant, et suite à avoir saccagé sa cellule, qu'il est arrivé à l'UMD. Parce qu'effectivement, son état en détention n'était plus compatible avec le fait d'être détenu. Donc, il est arrivé à l'unité pour maladies difficiles avec tout ce bagage, avec tout ce curriculum vitae, quoi. C'est-à-dire quelqu'un qui avait été condamné à la réclusion criminelle, qui avait une période de sûreté et qui commettait encore des actes extrêmement violents en détention. Et donc, ce que j'avais décidé, c'est une particularité avec lui, c'est que je savais que l'hospitalisation allait être assez longue, puisqu'il est resté à peu près 1 an à l'UMD. Je lui consacrais 1 heure d'entretien tous les mercredis matins. Il vous disait quoi? Alors, la plupart du temps, rien. Et juste un silence? Rien. Et je vous garantis qu'en face à face, Mamadou Traoré dans le silence, c'est pesant, c'est lourd, c'est tendu. C'est pas un silence neutre. Parce qu'il y a tout ce bagage derrière. Parce qu'avant qu'il vienne à l'UMD, j'avais pris connaissance de tout son parcours, de tout ce qui s'était passé. Et le temps me permettait, j'avais plusieurs mois devant moi pour explorer tout ça. Alors, c'était pas pour une expertise, hein, c'était pour soigner, là, pour le coup, puisque c'était à l'UMD. Et donc, je me suis dit que j'allais prendre ce temps-là. Et j'ai instauré comme ce rituel-là, 1 heure, tous les mercredis matins. Il en faisait ce qu'il en voulait. La plupart du temps, pas grand-chose. Et puis, il y a des fois où il y a des choses qui se sont débloquées. C'est quoi son parcours à ce monsieur? C'est un parcours extraordinaire. C'est quelqu'un qui est né donc en Afrique et quelqu'un qui n'aurait pas dû vivre. Quelqu'un qui est mort-né. Et c'est là toute l'origine. C'est-à-dire que Mamadou Traoré, on ne peut pas comprendre son parcours si on ne peut pas être imprégné de la culture africaine vaudou. C'est-à-dire que dès qu'il est né, on pensait qu'il était mort. Ils ont fait appel aux sorciers.
Et un sorcier vaudou est venu et a égorgé un poulet, donc il lui a aspergé du sang dessus. Et en fait, à ce moment-là, il s'est mis à crier. Alors, effectivement, les croyances, là-bas, dans cette ville africaine, on dit qu'à ce moment-là, c'était un enfant particulier. Voilà. Et il a eu, dès sa naissance, ce statut particulier. Alors qu'on aurait pu avoir une autre lecture, hein, de dire que finalement, quand une femme accouche, le gynécologue, il fait quoi? Il prend l'enfant, il lui met une tape sur les fesses, et c'est ça qui le fait. Eh bien, peut-être que c'est simplement ce qu'a fait le sorcier, mais lui, il l'a fait avec du sang de poulet, et à partir de là, il a eu une place très particulière. C'est-à-dire qu'il était considéré comme un enfant élu. Et lui, il a intégré ça dans ses premières années de vie comme étant l'enfant élu. Et à la fois, il n'a jamais été vraiment intégré, et en même temps, il avait cette aura particulière. Et ensuite, sa famille, son père qui travaillait à la SNCF, a migré en France avec sa mère. Et lui qui était habitué à marcher pieds nus, lui qui était habitué, qui était un enfant un peu des rues en Afrique comme ça, comme on peut le voir évoluer sur les plages africaines, il s'est retrouvé dans le gris de la région parisienne. Il déménage à Avenue de Choisy en plus, qui est pour ceux qui ne connaissent pas Paris, qui est très urbanisé. Et il me semble que dans votre livre, vous évoquez quelque chose d'intéressant, c'est qu'il passe de l'enfant prodige à l'enfant démon un petit peu. Ben oui, parce qu'en fait, il y a cette espèce de double casquette. C'est un enfant à part, mais ça peut être à part dans le côté saint, un peu, voilà, l'enfant élu, mais ça peut être à part dans le sens un petit démon. Et très rapidement, quand il va arriver donc en France, il va présenter d'importants troubles du comportement. Et dès son plus jeune âge, on va voir qu'il va s'installer des actes de cruauté. Il va mordre sa maîtresse, il va taper, se bagarrer, et à tel point que son insertion scolaire va être impossible. Il va plus pouvoir suivre une scolarité normale alors qu'il est tout petit. Il est à l'école primaire. Il est au début du collège, il ne peut pas suivre une école normale tellement ses troubles du comportement sont importants. On en connaît tous des personnes qui malheureusement se déscolarisent de manière précoce. Derrière, ils ne violent pas forcément 6 femmes et en tuent 2, dont une de 11 ans, si ma mémoire est bonne. C'est absolument affreux. Mais qu'est-ce qui fait que Mamadou Traoré, lui, il décroche et il passe dans le monstrueux? Alors, il y a plein de choses qui vont s'accumuler. Mamadou Traoré, il va décrocher, mais il va décrocher au sein d'un milieu familial qui va être chaotique. C'est-à-dire que son père, ses parents vont se séparer, il va se retrouver principalement avec sa mère, il va avoir un beau-père à un moment donné, il a des frères et sœurs là-bas, et sa mère, plusieurs fois, va le mettre à la rue, et il va se retrouver dans des petits trafics, dans des deals, il va être comme SDF, et ensuite il va commettre ses premiers actes de délinquance. Et parmi ces actes de délinquance, il y en a un qui fait qu'il y a un juge pour enfants qui va dire qu'il faut le placer dans un foyer. Et rapidement dans ce foyer, alors que d'habitude, voilà, ces mesures, elles permettent de contenir cette violence. Et bien, chez lui, ça n'a jamais contenu. Donc même le foyer, au bout de quelques semaines, on dit non, on ne peut plus rien pour ce type de... Qu'est-ce qu'il fait pour se retrouver en foyer? Il a dealé un peu de shit, il a fait quelques vols arrachés, quelques actes de violence. Mais en fait, toutes les semaines, il était au commissariat. Toutes les semaines, sa mère allait le chercher en garde à vue. Donc c'est là où on dit il faut le placer en foyer. Parce qu'en fait, les parents sont plus capables de le contenir. Le père est totalement absent et la mère est totalement dépassée. Mamadou Traoré, c'est à ce moment-là un délinquant. Il est encore loin de son parcours de criminel. Il y a un élément déclencheur, quelque chose qui va changer sa face du monde. L'élément déclencheur, c'est encore une fois ses croyances vaudou. Pourquoi? Parce que le foyer, ne pouvant plus le gérer, et vu ses origines, vont dire il nous faut un ethnopsychiatre. Voilà, quelqu'un qui peut comprendre d'où il vient. Alors, je vous interromps, mais c'est quoi très concrètement un ethnopsychiatre? Un ethnopsychiatre, c'est un psychiatre qui prend en compte vos origines culturelles et l'impact de vos origines culturelles sur votre structuration mentale, psychique. Ok, d'accord. Et lui, il avait des origines culturelles très particulières parce que baigné justement par ces rites et ces rites vaudous africains. Et ce que préconise cet ethnopsychiatre, c'est de le renvoyer au pays. C'est de le faire retourner vers ses origines. Sauf qu'en retournant vers ses origines, ça va encore aggraver les choses parce qu'en Afrique,
on traite ces problèmes de comportement comment? D'abord, il rentre de France en Afrique et tous les cousins, toute la famille qui l'accueille là-bas, ben, il devient un paria parce qu'il est étiqueté comme quelqu'un qui a eu la chance d'être en France, à qui on a tendu la main en France et qui finalement revient au pays. Donc, il a toujours cette image d'enfant élu démon et en plus, on lui colle cette image de quelqu'un qui n'a pas su saisir la chance d'habiter à Paris, etc., etc. Donc, quand il revient, pour sa famille, c'est un peu un paria. Et là-bas, il a toujours des troubles du comportement importants. Et comment on traite les troubles du comportement importants là-bas? Il n'y a pas de foyer, il n'y a pas d'éducateur, il n'y a pas de psychiatre. On refait appel aux sorciers. Et on remet une couche. Donc ça va être les rites, ça va être les incantations. Et ça va être un point de bascule. C'est là le point de bascule. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, à l'occasion d'un nouveau rite, il va dire qu'il a été ensorcelé. C'est-à-dire qu'il va trouver, pour lui, je dis bien pour lui, une forme d'explication, de rationalisation de ses troubles. C'est-à-dire que lui dit qu'avant, finalement, c'était pas grand-chose, et qu'à partir de là, il a été envoûté. Et il en veut pour preuve que, au moment d'un des rites qui d'habitude était fait pour le désenvoûter, on lui a donné une espèce de médaillon, voilà, avec une herbe qui portait autour du cou. Et à partir de là, il dit qu'il a l'espèce de sensation que ce médaillon, c'est comme un cœur qui bat, quelque chose qui va l'influencer. Et il y a encore d'autres éléments qui vont s'ajouter. D'autres éléments, c'est qu'il va partir sur la route en Afrique. Il va connaître une femme et il va être atteint du VIH. C'est là où... Enfin, à partir d'un moment, c'est là qu'il devient fou, mais il rentre en... Il ne devient pas encore fou, là. Il attrape le VIH, mais il ne le sait pas encore. Il ne sait pas encore. Il a quel âge? Il est jeune, là, ce moment? Il est jeune, il a une vingtaine d'années. Oui, c'est ça. Vingtaine d'années. Et il rentre pourquoi? Il rentre pour le service militaire. Voilà. Et en fait, son père, qui jusque-là l'avait plus ou moins abandonné, l'a accompagné pour ce voyage en Afrique. Il est venu le chercher en Afrique et lui dit, puisque même en Afrique ça ne marche pas, on va te mettre à l'armée. Tu vas faire le service militaire, ça va te faire du bien. Sauf que dès qu'il arrive à l'armée, comme tous les soldats, on commence à lui faire des tests, et dont un bilan sanguin. Et là, on découvre qu'il est HIV positif. Et donc, il ne peut pas faire l'armée. Donc, il est renvoyé chez sa mère. En France? En France. Donc, il est en France pour l'armée. Attention, parce que l'armée, c'est l'armée en France. Parce que comme il est arrivé très jeune, il a eu la nationalité. D'accord. Donc, il fait l'armée en France. Il devait faire l'armée en France, mais il ne peut pas la faire. Et donc, il est renvoyé chez sa mère en France. Et il se retrouve dans le logement de sa mère avec le VIH, sa mère qui veut plus de lui, et toujours ses troubles du comportement. Et on commence à accumuler un certain nombre de choses. Et lui, son idée qu'il a le médaillon, qu'il a été envoûté. Mamadou Traoré, donc du coup, il va commettre ces 6 actes abominables. Il est atteint d'une maladie psychiatrique, réellement? Qu'est-ce qui justifie sa présence à l'UMD, si ce n'est qu'en prison, il n'arrive pas à se comporter correctement? Dans ce cas-là, pourquoi pas le mettre en isolement? Parce que l'isolement, ça va un temps. Il a été à l'isolement en prison pendant très longtemps. Mais une fois que vous avez mis quelqu'un à l'isolement 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, au bout d'un moment, on fait comment? Il a 22 ans à faire, au minimum. Mais au minimum. Parce qu'il a pris 22 ans de sûreté. Donc à un moment donné, la privation sensorielle, à part aggraver les troubles psychiques. Alors, est-ce qu'il est malade ou pas? Ça, c'est une grande question, parce qu'il a été vu par de nombreux experts. Il a été vu par de nombreux experts avant son procès, et il a été vu par de nombreux experts après son procès. Et j'ai eu accès à tous ces rapports d'expertise. Effectivement, ces rapports d'expertise, ils ne sont pas concordants. C'est-à-dire qu'il y en a qui le présentent comme étant un psychopathe, c'est-à-dire quelqu'un d'impulsif, d'intolérant à la frustration, qui n'a pas d'empathie, c'est-à-dire pas de prise en compte de l'autre, quelqu'un qui est dans le mépris des normes, des règles, des contraintes sociales établies, quelqu'un qui est incapable de recul critique sur ses agissements. Voilà. Donc c'est comme ça qu'il a été décrit. Et d'autres l'ont décrit comme ayant une maladie psychiatrique. C'est-à-dire
que ces phénomènes qu'il décrit d'envoûtement sont en fait des idées délirantes et sont une espèce de construction de son psychisme qui est due à une maladie mentale. Ça, elle a un nom, cette maladie mentale? La schizophrénie. C'est la schizophrénie, d'accord. Voilà. Et donc, certains le voient du côté de la psychopathie, d'autres le voient du côté de la schizophrénie. Et vous, votre rapport, il fait état d'une maladie ou non? Alors moi, la particularité, et j'ai eu cette chance-là, c'est que j'avais pas à me prononcer là-dessus. Moi, il fallait que je le soigne. Donc en fait, il fallait que je soigne les symptômes qui étaient visibles. Les symptômes qui étaient visibles pour lui, c'est quoi? C'est ses grandes difficultés à communiquer, et puis c'était ses actes de violence totalement imprévisibles. Voilà. Donc c'est dans ce côté-là, moi j'avais cette chance d'avoir cet angle qui était un peu différent sur lui. Voilà. Je dis pas que le diagnostic ne m'importait pas, mais je dis qu'il n'était pas au centre. L'expert, il doit poser un diagnostic et il doit donner son avis au juge. Moi, dans ce cadre-là, il fallait que je le soigne. Et on va dire que son année passée à l'UMD, c'est plutôt très bien passé, puisqu'il n'a pas eu d'acte de violence majeur à l'UMD. Mais malheureusement, une fois que l'UMD, parce qu'à l'UMD, la particularité, c'est que les médecins de l'UMD ne décident pas à quel moment les patients vont sortir de l'UMD. C'est une commission indépendante qui est composée de médecins et de psychiatres qui ne travaillent pas à l'UMD, qui évaluent la situation des patients et qui détermine quand est-ce que ces patients ils peuvent finalement retourner d'où ils viennent. Donc lui, retourner en détention. Quand on sort de l'UMD, en fait, finalement, on ne revient pas à la vie civile. Jamais. C'est pour aller soit en prison, soit à l'hôpital psychiatrique. Soit en prison, soit retourner à l'hôpital psychiatrique. Ouais. Ça peut être très frustrant, ça, pour les patients. Il me semble que la commission, c'est tous les 6 mois. Alors la commission, c'est pas tous les 6 mois. C'est qu'elle doit se pencher au minimum une fois tous les 6 mois. Voilà. Sur la situation du patient. Vous faisiez état dans votre livre de Monsieur D, justement, je ne sais pas si c'est Monsieur D exactement, mais d'une personne qui avait vu sa commission refusée. Alors, je ne sais plus s'il s'agissait de ce... Alors oui, parce que c'est une situation qui est, pour le psychiatre qui travaille à l'UMD, la commission, c'est quelque chose qui est à la fois très confortable et très frustrant. Très confortable, pourquoi? Très confortable parce que le psychiatre ne va pas décider à quel moment l'enfermement à l'UMD s'arrête. Pourquoi? Parce que, et ça veut dire que le patient, qu'on est en charge de soigner, si vous soignez des patients qui sont internés, le patient il vient vous voir et dit c'est vous qui m'internez, c'est votre faute, donc c'est à vous de me libérer. D'accord? Et on a du mal à sortir de cette espèce de face-à-face. Quand on est à l'UMD, on dit au patient, vous voulez sortir? Mais mon objectif, c'est que vous sortiez d'ici. Au plus je fais sortir de patients de l'UMD, au plus j'ai un retour positif sur mon travail. Donc votre objectif, c'est que vous sortiez, mon objectif, c'est que vous sortiez. Sauf que pour sortir, il faut répondre aux exigences de la commission du suivi médical. Donc qu'est-ce qu'on va mettre en place pour que la commission puisse décider de votre sortie? Ça, c'est très confortable. Ça permet de se décharger de la responsabilité. Ça permet de faire alliance avec le patient. Mais de l'autre côté, si vous ne décidez pas, ça veut dire que la commission, en un entretien de quelques minutes ou d'une heure, elle peut avoir un regard très négatif sur votre travail. C'est-à-dire que vous pouvez soigner quelqu'un pendant 6 mois, pendant 1 an, estimer que vous avez stabilisé son état, et la commission vous dire « mais vous n'avez rien stabilisé du tout, vous continuez avec ». Et là, vous ne choisissez pas, vous continuez avec ce patient. Et c'est une des situations que je raconte dans mon livre, d'un individu. Alors, il avait été hospitalisé parce qu'il travaillait à l'époque dans une exploitation agricole et il avait tué un de ses collègues. Voilà. Et pourquoi? Parce que au moment où il l'avait tué, il avait des troubles psychiatriques. Il pensait que c'est quelqu'un qui complotait contre lui, qui lui voulait du mal, etc. Il est arrivé à l'UMD, ce patient, après avoir fait un long parcours en hôpital psychiatrique classique, et ils n'arrivaient pas à le stabiliser. C'était quelqu'un qui pouvait se montrer violent, c'est ça? Alors c'était quelqu'un qui s'était montré très violent, parce qu'il avait tué quelqu'un, d'accord? Et c'était quelqu'un qui, quand il est arrivé à l'UMD, oui, il pouvait encore se montrer très violent, parce que justement, la psychiatrie classique n'était pas arrivée finalement à le stabiliser. Mais il s'avère que l'UMD avait eu sur lui un effet assez particulier. Le calme de l'UMD, le fait qu'on revoie son traitement médicamenteux, le fait qu'on lui propose un certain nombre d'activités.
Et le fait qu'il soit suivi toujours par le même psychiatre, qu'il y ait une espèce de rituel comme ça, fait que son état, il était arrivé à un niveau de stabilisation qui était tout à fait cohérent. Est-ce que vous avez déjà établi des diagnostics de manière à ce que le présumé innocent n'aille pas en prison parce qu'il n'y survivrait pas? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que... C'est envoyer presque quelqu'un à la mort, quoi, d'envoyer c'est pas un jeune adolescent qui a rien à faire dans le milieu carcéral. Alors, il y a deux situations qui me viennent quand vous me dites ça. Il y a ma casquette d'expert, où oui, j'ai été amené, c'est rarissime, mais ça m'est arrivé à conclure au cours d'une expertise à une demande de suspension de peine pour raison psychiatrique. C'est-à-dire que les troubles psychiatriques de l'individu, ils sont tellement intenses que finalement le laisser enfermer aggrave sa maladie. Et l'aggravation de sa maladie peut conduire au fait qu'au final, il va se suicider. D'accord. Donc oui, ça m'est arrivé. Voilà. Ça m'est arrivé de faire. Et la deuxième situation assez particulière que j'ai eu à traiter, c'est, alors j'en parle aussi dans mon livre, c'est cet adolescent, voilà, que j'ai eu à accueillir alors qu'il avait tué ses parents. Puis vous l'avez, je vous coupe, mais vous l'avez suivi très longtemps, ce jeune homme. Andy, je l'ai suivi très longtemps. Andy, ça reste l'énigme. Une énigme, c'est pour ça que je l'ai mis dans mon livre, une énigme de ma carrière. Andy, c'est un jeune garçon qui a 16 ans, qui est en première scientifique, qui vit dans sa famille, qui n'a pas de difficulté particulière dans le lien avec ses parents, qui joue au tennis, qui a des copains, qui joue à la console de jeu, qui a 2 frères jumeaux, tout se passe bien. Voilà. Il vit en Corse, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il vit en Corse. Tout se passe bien, il n'y a rien. Enfin, en tout cas, j'ai creusé sa biographie. Et Andy, une nuit d'un été en Corse, il se réveille, il descend, parce que c'est une maison à étage, qui est un petit peu en hauteur d'une plage corse, un peu dans le maquis, là, à mi-chemin entre la plage et le début du maquis. Il ouvre leur atelier, il prend un fusil, il charge le fusil, c'est le fusil à pompe. Il rentre dans la chambre de ses parents. Son père se réveille, il tire sur son père, il tue son père. Sa mère se réveille, il tue sa mère. Il va tranquillement dans la chambre de ses frères jumeaux. Il tue son premier frère et il tue son deuxième frère. Il prend un sac, il met plein de choses à l'intérieur. Des choses cohérentes, des cartes de crédit, une paire de chaussures, etc. Et en fait, il va errer autour. Et il va être découvert comme ça à 24-48 heures par un de ses oncles. Et la police, tout le monde le cherchait, etc. Et là, il a 16 ans. Une énigme. Donc, il atterrit en détention, en Corse. Et il va être jugé par une première cour d'assises comme étant irresponsable. Sachant qu'il a été, à l'époque, évalué par une flopée d'experts. 9 experts en tout, répartis dans 3 collèges. Parce que, voilà, il y a 3 rapports différents. Et avec un collège qui dit qu'il est fou et irresponsable. Un collège qui dit qu'il est partiellement fou, donc partiellement responsable. Et un collège qui dit qu'il est tout à fait normal. Est-ce qu'on peut faire une toute petite parenthèse? Il y a 3 issues dans les expertises psychiatriques. Comme ça, les gens qui regardent l'interview vont comprendre. Il y a responsable, abolition du discernement et suspension du discernement, c'est ça? C'est pas exactement ça. L'expert, il se prononce sur la question du discernement. Le discernement, il peut être plein. La personne peut avoir son total discernement. Il peut être altéré ou il peut être aboli. C'est les 3 situations. Et en fonction de ça, la justice va conclure éventuellement à une responsabilité pénale totale, une responsabilité partielle ou une irresponsabilité. Les termes de responsabilité, irresponsabilité, responsabilité partielle, c'est la justice. Le psychiatre, lui, il dit discernement. Aboli, altéré ou plein. Eh bien, dans le cas de ce jeune Andy, 3 experts disent qu'il était aboli, 3 experts disent qu'il avait son discernement plein et 3 experts disent que le discernement était altéré. Donc altéré, c'est entre l'abolition... C'est entre les deux. Et plein. Ça veut dire que
La juridiction de jugement, le tribunal doit tenir compte de ça et il doit ajuster sa peine. Mais quand c'est altéré, il est jugé, quand c'est aboli, il ne l'est pas. Quand il est aboli, il n'est pas jugé, C'est ça. il est dirigé vers la chambre d'instruction et qui va le diriger vers un hôpital parce qu'il est malade. Donc ces collèges d'experts, ils se disputaient un petit peu entre grosses guillemets Ils n'ont jamais été le d'accord. discernement d'Andy. Voilà. Et qu'est-ce qu'il en a suivi finalement après? Alors, qu'est-ce qu'il en a suivi? Il en a suivi que vous avez un procès en assises avec quelque chose qui est incompréhensible. Un jeune garçon qui n'a pas de problème, pas d'antécédents, pas de maladie. Enfin, en tout cas, il paraît tout à fait normal. On dirait un petit enfant très poupon. Il est comment physiquement d'ailleurs? Il est, c'est fou parce qu'on dirait qu'il a 12-13 ans, quoi. C'est-à-dire qu'il a de grandes dents, un grand visage comme ça, très, très rond, très poupon. On dirait qu'il est pas rentré dans l'adolescence, quoi. C'est vraiment il est très doux. Très doux dans la façon de s'adresser, très doux, c'est pas du tout, voilà. Il n'est pas encore, on a l'impression qu'il n'est pas pubère, il n'a pas de barbe, pas de choses comme ça. Voilà. Et donc, ce premier procès là, qui se passe en Corse et qui va être sujet à beaucoup de tensions, ben, vous avez des jurés. Et les jurés ils disent ben, les experts ne sont pas d'accord. Donc on ne comprend pas. On ne comprend pas comment un garçon de cet âge a pu faire ça. Donc ils disent ben, il est responsable. Bien entendu, le parquet, l'avocat général fait appel. Il dit non, c'est pas possible. Il a quand même tué 4 personnes. Quoi. Donc le parquet, c'est l'avocat général, c'est celui qui représente la société. Exactement. Ils disent c'est pas possible. Hein. On fait appel. Et un deuxième procès. Deuxième procès, pareil. Même chose, complètement. Donc il dit bah, qu'il est responsable. Donc il est responsable une deuxième fois, il faut le mettre à l'hôpital, quoi. Puisque le tribunal dit qu'il est malade, et effectivement, il ne peut pas aller dans un hôpital classique, parce qu'il a quand même tué toute sa famille, il ne peut pas rester en Corse, parce qu'il a ses oncles, etc., qui lui en veulent quand même. Et donc il atterrit, il arrive à l'UMD. Donc il ne passe pas par la case hôpital psychiatrique? Alors il passe très rapidement par la case hôpital psychiatrique. Pourquoi? Parce que dès qu'il est dans son jugement, juste après le jugement, on ne rentre pas à l'UMD comme ça, il faut faire tout un dossier, etc. Mais il y a un temps de quelques mois. Voilà. Et au bout de quelques mois, le psychiatre qui a dans son unité classique dit « Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça, moi? C'est pas possible, je ne peux pas soigner ça. Je ne comprends pas. Ils n'ont pas compris. Il y a 9 experts réputés qui n'ont pas compris. Donc, il va à l'UMD. » En fait, c'est un malade difficile, mais pas pour les comportements qu'il peut avoir. C'est plus... pour l'intrigue. C'est ça. Voilà, pour la compréhension. Et alors, vous le suivez très longtemps? Vous le suivez combien de temps? Comment ça se passe? Très longtemps. Très longtemps. D'abord, il arrive. Et la particularité, c'est que tout de suite, il me demande à reprendre ses études. Ce qui est impossible à faire à l'UMD. Alors, il s'avère qu'il a fait quelques temps de détention entre les 2 procès. Hein. Il est allé un peu en prison. Ouais. Et pendant ce temps de détention, il a passé son bac. Il a obtenu son bac. Voilà. Et il s'inscrit, et il y a une seule fac qui accepte, c'est la fac de Corté, qui accepte qu'il fasse des études d'ingénieur agronome. D'accord. Bio, quoi, biologie. Okay. Qui accepte qu'il fasse ses études à l'UMD. Et il me dit, bah ouais, je vais aller jusqu'au master. Bah oui, j'étudierai à l'UMD. Après tout, j'ai une chambre, c'est chez moi, voilà. Et il va étudier. Et la particularité déjà, c'est qu'il va me bousculer, parce qu'il va me dire, la femme de Corté va me dire, bah, c'est vous qui êtes responsable de ces examens. Ça veut dire que le jour des examens, on vous envoie les copies, on vous envoie les sujets, vous le mettez dans sa chambre, vous timez, et puis vous récupérez les copies, et puis vous nous les envoyez, et on verra s'il y a. Et il a sa première année, sa deuxième année, sa troisième année, jusqu'à sa 4e année. Sauf que la 4e année, qu'est-ce qu'on fait? Des stages. On ne peut pas faire un stage. Il est à l'UMD, on ne peut pas sortir de l'UMD. On est coincé. Sauf que, déjà, ces 4 années dont je l'ai suivi, pas de médicaments, aucun problème de comportement, aucun symptôme psychiatrique. Mais excusez-moi, c'est quand même un jeune homme qui vient de tuer ses 2 parents, ses 2 frères jumeaux, ouais. Qui plus est, qui était plus jeune que lui. Pas de médicaments, pas de troubles psychiatriques. Il vit comme d'habitude, ce qui peut déjà représenter un trouble psychiatrique de... Comment ne pas être fou parmi les fous, quoi? C'est-à-dire que lui, il était normal parmi les fous, parce que c'est quand même des maladies mentales graves à l'UMD. Et lui... Et comment on peut supporter ça? On est plus normal quand on a tué ses parents et ses 2 frères. Il reconnaît sa responsabilité, il reconnaît que c'est lui qui a fait ça. Mais il s'identifie aussi comme étant une victime. C'est comme si il était au volant d'une voiture, c'est lui qui conduit, il y a eu un grave accident, donc il est responsable de l'accident. Mais en même temps, il a perdu toute sa famille. Il n'en voulait pas parce qu'il n'en voulait pas à ses parents. Il tenait à ses parents. Il tenait
énormément à ses 2 petits frères. Bon, vous lui posez la question, pourquoi tu as fait ça? On dit, il répond quoi? Il sait pas. Il sait pas. Il répond, je sais pas. C'est de l'ordre de l'incompréhensible. Lui, il dit, j'étais comme un automate. J'étais comme... Alors, on a cherché hein, des effets paradoxaux du sommeil, une forme de somnambulisme. Vous avez fait des radios aussi. On a fait, alors à un moment donné, on fait un scanner cérébral, et une toute petite masse, micro-masse comme ça. Et alors là, on s'est jeté dessus. C'était un truc, ça y est, on a trouvé. Il a une tumeur cérébrale, il a, etc. On le fait voir. Je demande un avis spécialisé d'un neurologue, d'un neurochirurgien. Le neurochirurgien, il me dit, il n'y a rien, des masses comme ça, si vous le faites à 100 personnes, vous en trouverez chez 10, 20, et ça va pas, c'est pas ça. Voilà, donc il nous renvoie un truc, et il nous renvoie en fait à la case départ, quoi. Donc moi, je vais chercher. Je vais le présenter à des collègues psychiatres, à des collèges psychiatres. Je vais faire des examens complémentaires. On va rien trouver. Et lui, pendant ce temps, il évolue. Parce que pour faire un examen à l'UMD, c'est pas comme vous êtes à l'hôpital. Hein. L'hôpital, vous voulez un IRM, vous demandez, vous faites un bon, hop, il descend d'un étage, il fait l'IRM, vous demandez l'interprétation. Là, vous êtes à l'UMD. S'il faut le sortir, il faut une escorte, il faut des infirmiers, il faut que ça reste pendant tout le temps de l'examen, il faut que ça soit sécurisé, il faut un transport sécurisé qui va jusqu'à l'hôpital. Faites pas comme ça, quoi. Il va réussir à faire son stage? Alors, ça fait 4 ans hein, qu'il est à l'UMD, un peu plus même. Et il y a la question du stage. Donc la question du stage, elle ne peut pas se faire à l'UMD. On ne peut pas sortir et rentrer de l'UMD comme ça, c'est pas possible. Donc il faut qu'il regagne un service de psychiatrie classique. Mais pour regagner un service de psychiatrie classique, quand on est rentré à l'UMD en ayant été irresponsabilisé pour des raisons psychiatriques, il n'y a pas que la question de la commission, il faut des experts psychiatres, au moins 2, qui ne se concertent pas et qui disent qu'il est plus dangereux. Qu'à cela ne tienne. Et à ce moment-là, comme il a été jugé irresponsable, c'est plus la justice qu'il a en gestion. C'est le préfet, c'est la préfecture, c'est les mesures administratives. Donc moi, je demande au préfet, ok, désignez les experts. Le préfet désigne des experts et il y en a 2 qui disent, ok, il peut. Ils reprennent tout le dossier et tout, ok, il peut. Sauf que quel service de psychiatrie va l'accueillir? Qui va me donner son accord pour qu'il puisse aller en service de psychiatrie? Qui? Il n'y en a pas. Encore, c'est pas possible. Alors après, normalement, vous faites en fonction de votre adresse. C'est l'adresse qui détermine le lieu où vous allez être hospitalisé en psychiatrie. Sauf que là, l'adresse, il n'en a pas. Donc je dis, ok, son adresse, c'est l'hôpital. Donc je vais demander un service de l'hôpital de Montfavet, juste à côté. Donc je vais voir un de mes collègues, chef de service, et je lui dis, il faut que tu le prennes, ce jeune. Donc il me dit non, bien sûr. Il me dit, attendez, j'ai déjà assez de travail comme ça pour récupérer. Voilà. Et puis finalement, après insistance, il me dit, ok, je le prends, mais tu continues à le voir. Tu lâches pas le truc. Donc je vais continuer, même s'il n'est plus dans mon service. Et ensuite, au bout d'un an dans ce service-là, où là, il a pu avoir des permissions. Alors ça c'est aussi une anecdote. La première permission. Il y a la première permission. C'est fou pour lui. C'est fou. Ouais, ça doit être fou. Ça fait 6 ans qu'il est enfermé avec des malades psychiatriques. Première permission. C'est pour aller à la fac. C'est pour reprendre sa rentrée de fac, parce qu'on ne veut pas qu'il rate sa rentrée de fac. Mais du coup, là, à partir de là, il se met, il est avec d'autres étudiants. Alors, justement, pour l'instant, il n'en a jamais vu un étudiant. Il ne sait pas ce que c'est. Il est rentré à 16 ans, lui. Alors voilà, il est rentré à 16 ans. C'est ça. Et là, il en a 23 ou quelque chose comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se présente à la fac. Et donc, tout de suite, parce que c'est pas quelqu'un de désagréable, c'est quelqu'un de très avenant. Il sympathise avec 2 camarades filles et 2 garçons. Ils se retrouvent un peu un petit groupe. Et donc, c'est le premier jour. Et donc, à l'issue de ça, ils sortent et puis ils vont au café, parce que lui, il a une permission pour la journée. Et donc, ils vont chacun se présenter un peu, l'un à l'autre. Et lui, il dit, moi, j'ai tué mon père, ma mère, mes 2 frères. Pourquoi il fait ça? Parce que pendant 7 ans, tous les jours, on lui a demandé. En fait, il ne sait pas. Il ne sait pas que ça peut choquer. Lui, c'est son quotidien. Son quotidien, c'est de tout raconter tout le temps. Donc, autant vous dire que ces 4 camarades, là, tout de suite, ils ont... ils ont envie de partir. Ouais. Donc, lui, il est rentré à l'hôpital. Il est revenu me voir. Il me dit, mais je comprends pas, moi. Vous m'avez toujours dit que toute la journée, on me demande. Moi, je parle. Ils me demandent d'où je viens. Je leur dis d'où je viens. Sauf que je leur ai dit d'où je viens et ils ne veulent plus me voir. Allez, je lui dis, il va falloir réapprendre, hein, parce que la vie à l'extérieur, c'est pas la vie à l'hôpital. Hein. Très concrètement, vous lui demandez de mentir?
Alors non, je lui demande pas de mentir. Je lui demande de s'adapter et d'avoir une certaine retenue. Voilà. Et de pouvoir ensuite, on va dire, parler avec des gens en qui il aura suffisamment conscience. Pourquoi? Parce que ces étudiants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés vérifier. Est-ce qu'ils n'étaient pas mythos? Donc ils sont allés sur les réseaux sociaux, sauf que sur les réseaux sociaux, bah, ils ont vu Malheureusement, il mentait pas, ouais. que non seulement ils mentaient pas, mais en plus, donc ça veut dire qu'ils avaient un tueur à la fac, quoi. Et donc potentiellement, ça allait compromettre. Donc il s'avère que finalement, pas vraiment. Ça va, il y a réussi petit à petit. C'est quelqu'un qui apprend vite, qui est très Il intelligent. n'a pas été exclu socialement. Temporairement, tout le monde a été méfiant, mais après, il est tellement avenant. Il est tellement... Donc effectivement, il a pu continuer à progresser là-dedans jusqu'au moment où s'est posé la question de la sortie définitive de l'hôpital. Et pour aller où? Pour aller en prison? Allons, Pour non, il a été pour être responsabilisé. définitivement- Eh oui, définitivement. Et justement, c'est là, alors, c'est finalement, quand ça se passe bien en hôpital psychiatrique, excusez-moi d'utiliser ce terme, mais c'est beaucoup plus rentable que d'aller en prison. Je sais pas si c'est plus rentable que ça. Il aurait été jugé par une cour pénale, il aurait pris 13 ans Oui. de prison ferme. Eh ben, Il aurait été libéré au bout de 10. non, 6. 6. 6. Parce 6, que- il aurait demandé les aménagements de peine. Là, il a fait... parce que, attendez, attention. Ok, au bout d'à peu près 7-8 ans, il a pu accéder à une sortie. Mais une sortie sous condition. Une sortie avec un suivi. Et avec, si jamais ça se passe mal, il a été réintégré directement. Ça veut dire que, et bien entendu, comme c'est moi qui l'avais suivi à l'UMD, moi qui assurais ses soins, alors que les psychiatres et les UMD, normalement, ne font pas de suivi ambulatoire, ne suivent pas les gens à l'extérieur, ils suivent que les gens hospitalisés. Bah, lui, j'ai été obligé. C'est là où j'avais un lien particulier avec lui. Donc ensuite, il s'est réinséré. Il est devenu, on va dire, un statut d'ingénieur. Et il venait me voir. Vous savez ce qu'il devient aujourd'hui? Alors aujourd'hui, non. Mais par contre, je l'ai suivi plusieurs années après sa réinsertion. Quelqu'un qui était seul. Assez seul. Parce que ce qui s'est passé, voilà, ça fait des ravages quand même dans sa vie. Il n'avait plus de parents. Toute sa famille lui a tourné le dos. Hein. Toute sa famille lui a tourné le dos. Il a été déshérité, non? Alors, il a même été déshérité parce que la question qui se posait, c'est qu'est-ce qu'on peut hériter alors qu'on est finalement à l'origine Oui. de déclenchement de cet héritage. Donc, sa famille a dit... Et lui, ça s'est posé à un moment donné. Hein, il y a un notaire qui est venu à l'UMD. Parce qu'il n'y a pas de cas comme ça. Il n'y a pas de situation comme ça. Et c'est lui qui a renoncé de lui-même. Voilà, parce que il avait quand même une conscience très douloureuse de ce qui s'était passé, quoi. Il a réussi à se faire des amis, à avoir une petite copine, Alors, sortir. les derniers temps où je l'ai vu, où il venait me voir en consultation toujours à l'heure, toujours nickel, toujours très propre sur lui, toujours un discours assez neutre quand même. Hein, je veux dire, c'est quelqu'un qui... oui, alors c'est pas quelqu'un qui avait une vie sociale démesurée, attention, hein, mais bon, en même temps, il a passé presque 10 ans à l'hôpital psychiatrique au moment de l'adolescence, donc en fait, qu'est-ce qu'il faisait? Il apprenait tout ce qu'on est censé apprendre à l'âge de 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, les contacts sociaux, les premières sorties, les premières petites copines, le premier appart, lui, il l'a appris en décalé, quoi. Lui, pendant 10 ans, on lui a dit à quelle heure tu manges, à quelle heure tu te couches, qu'est-ce que tu fais pendant la journée, à quelle heure tu as les entretiens. L'apprentissage à l'extérieur, il a été assez rude. Pour changer de sujet un petit peu, c'est qui votre patient qui a été le plus compliqué à gérer, mais pas d'un point de vue mental, pas d'un point de vue de la maladie, mais du point de vue physique, je veux dire, quelqu'un d'ingérable qui vous a causé beaucoup de problèmes? Alors, c'est là aussi un cas qui reste encore à ce jour pour moi un exemple. Il y avait dans le sud de la France, et pour pas citer la ville de Marseille, un patient qui a défrayé la chronique. Alors pas parce qu'il avait tué, etc. Alors, il avait fait des actes de délinquance, etc. Mais c'était ni un tueur, ni etc. C'était un patient qui avait la particularité de faire plus de quasiment 2 mètres et 140 kilos. Donc c'était une corpulence énorme. Un patient, on va dire que, je pourrais le dire sagement, il avait des processus cognitifs peu aboutis. Voilà, c'est quelqu'un qui n'avait pas des capacités de raisonnement très évoluées. Voilà. Et qui a mis à mal
toute la psychiatrie marseillaise. Mais quand je dis mis à mal toute la psychiatrie marseillaise, je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire qu'il a fait en sorte que plus aucun service de psychiatrie marseillaise ne veuille de lui. Pourquoi? Il faisait quoi? Parce qu'il cassait tout, parce qu'il s'en prenait aux soignants, parce qu'il était agité, parce qu'il était violent. Voilà. Et quand il allait pas bien, l'hôpital allait pas bien. C'est-à-dire alors on pouvait y envoyer une douzaine d'infirmiers, on pouvait y envoyer la police, on pouvait y envoyer, etc. Il éclatait tout. Et dans des phases après, il se faisait aussi énormément de mal à lui. Il se brûlait, il se mettait des agrafes et des morceaux de métal sous le bras. Une fois qu'il s'était brûlé, il avait une greffe de peau. Il pouvait déchirer sa greffe de peau comme ça. Il avait une résistance à la douleur, quelque chose qui était absolument subjugant. Il avait mis à mal les services de psychiatrie marseillaise à tel point qu'ils avaient pris une décision qui est complètement folle. C'est-à-dire qu'ils avaient dit, puisque un service de psychiatrie ne peut pas le prendre en charge, tous les 6 mois, il va changer de service de psychiatrie. Ce qui est complètement absurde. Parce que la seule chose qui pouvait amener un petit peu de stabilité chez lui, c'était le lien avec un soignant. Sauf qu'il n'avait même pas le temps de créer un lien avec un soignant, que finalement, il changeait de secteur, il changeait d'hôpital. Qu'il soit dehors ou dedans, hein. Il changeait de suivi. Donc c'était catastrophique. Catastrophique, catastrophique. Et à tel point que, quand il tournait, au bout de 6 mois, et quand il avait dû changer d'hôpital, à un moment donné, les soignants de l'hôpital dans lequel il devait arriver s'étaient enchaînés à la grille de l'hôpital. Pour pas qu'ils viennent? Pour pas qu'ils viennent. Enchaînés les uns aux autres devant la grille de l'hôpital, pour pas que l'ambulance puisse pénétrer à l'intérieur de l'hôpital. C'est du jamais vu, ça. Et en fait, il s'avère que un professeur de psychiatrie marseillaise est venu nous voir à l'UMD. Donc l'UMD, elle est à peu près à 100 km de Marseille. Et il nous a dit, on marche sur la tête, quoi. On est en train de devenir fou, quoi. On est plus fou que le patient qu'on prend en charge. Prenez-le à l'UMD. Prenez-le à l'UMD. Parce qu'il ne peut pas avoir sa place ailleurs. Comme je vous l'ai dit, l'UMD, c'est le bout de la chaîne. Après l'UMD, il n'y a plus rien. Prenez-le à l'UMD, parce que sinon, on ne va pas y arriver. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, allez, on relève le défi, on l'accepte à l'UMD. C'est arrivé. Alors, je vous garantis que d'habitude, il y a toute une procédure de signature envoyée au préfet pour qu'il accepte, etc. Là, j'ai signé les papiers le matin, l'après-midi, il était dans le service. Voilà. Donc, il arrive. Et il s'avère que les premières semaines se passent très bien. Il est calme, il est posé, il a des soins pour toutes ces lésions-là qu'il accepte sans difficulté, tout va bien. Une lune de miel, voilà comment on appelle ça, une lune de miel. Et on pouvait même se poser la question, se dire, mais en fait, qui s'est passé à Marseille là-bas? Enfin, ils sont... Sauf que bien entendu, la lune de miel, comme toutes les lunes de miel, à un moment donné, ça finit. Et on a quelques petits signes qui commencent à apparaître. Il est de plus en plus intolérant à la frustration. Il vient demander une cigarette. Si jamais on lui dit de patienter 5 minutes, il a des gestes un peu d'énervement. Donc on sent que la situation est en train de se dégrader. Et on a tout le passif. Donc on sait que quand ça se dégrade avec lui, quand on a tous ces signes, d'un coup ça va exploser. Et quand ça explose, c'est cataclysmique. Mais il a fait quoi avant? Il a envoyé des infirmiers? Il a retourné une voiture, il a retourné une voiture de police. Okay. Il a envoyé 2 infirmières à l'hôpital qui ont essayé. À un moment donné, il était contenu au lit. Vous savez, les contentions, là, la camisole. Il a réussi à éclater la contention. Ce qui ne s'était jamais vu. Ah ouais. Il y a une douzaine d'infirmiers qui lui avaient sauté dessus. Il avait réussi effectivement à en plaquer 2 au sol. Et il y en avait 3 ou 4 qui après s'étaient mis en arrêt maladie. C'était dévastateur. Et donc, nous, on allait être confrontés à ça. On allait être confrontés à cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on fait à l'UMD? On voit ce patient, et moi, j'arrive un matin, et je vois que ça y est, ça va se produire. Ça va se faire. C'est-à-dire qu'il est dans la salle, avec quelques autres patients, et il tourne en rond. Et là, on sent que c'est pas le monsieur D de d'habitude. On sent que là, il a changé de visage, il a switché.
Et que ce switch, s'il va être, ben voilà, on va pas faire mieux que nos collègues marseillais, c'est pas vrai, on n'est pas meilleur, même si on a plus de moyens, même si etc. On va devoir être confronté à ça. Alors qu'est-ce que je fais moi, en tant que responsable de l'unité? Ben j'appelle une douzaine de soignants. Parce que il faut prévenir si jamais il se met à te casser, il faut être là, quoi. Parce que si jamais il y a personne autour de lui, ça va. Voilà. Donc on se prépare. Donc on se met dans un petit bureau. Il y a des lucarnes, vous savez, au bureau, et on se met dans un petit bureau, donc 12 soignants dans un bureau qui fait 9 mètres carrés, donc autant vous dire qu'ils sont tous comme ça. Hein. Voilà. Et on attend de voir. Parce que si on intervient, il faut qu'on le fasse vite, mais il faut qu'on le fasse bien. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de blessés, et il faut qu'en fait on le conduise à l'isolement. Sauf que c'était sans compter sur quelque chose que je n'avais jamais vu. On avait une soignante, aide-soignante, Nadera. 1m40. 43 au maximum. Qui, ce jour-là, quand elle avait pris son service à 6 ou 7 heures du matin, elle avait été envoyée dans un service d'à côté parce qu'il manquait un soignant. Et de temps en temps, on demande d'aller dépanner. Donc finalement, elle est allée dépanner dans un service d'à côté. Et comme elle avait fini ce dépannage, on est en fin de matinée, elle revient, mais elle ne revient pas par la porte classique du service, elle revient par une porte dérobée parce que c'est plus facile, c'est un peu les coulisses, c'est ça. Et elle arrive, et Nadera, elle a les boules. Parce qu'elle est allée remplacer à côté, donc elle n'était pas dans son équipe. Dès qu'elle est arrivée à 7 heures, on lui a demandé d'aller remplacer, donc elle n'a pas pris son café. Donc toute sa journée a été chamboulée, donc elle est, on va dire, chafouin, pour pas dire, voilà. Et elle passe par une porte dérobée, et elle arrive dans la salle des patients. Donc il faut s'imaginer la scène. Vous avez Monsieur D, 2 mètres, 140 kilos, qui est en train de tourner en rond comme ça. Attenant d'un côté de cette énorme salle, vous avez 12 soignants, dont moi, dans une mini-salle, qui guettent ce qui va se passer pour se jeter sur Monsieur D. Et vous avez Nadera qui arrive, qui ouvre la truc et qui se retrouve nez à nez avec Monsieur D. Sauf que Nadera, elle a peut-être pas autant de diplômes, mais elle a une espèce de sens clinique. Donc elle voit tout de suite, quand elle rentre dans la pièce, qu'il va pas bien. Tout de suite. C'est un radar. Sauf que Nadera, elle a l'habitude d'aller tous les jours avec lui. C'est elle qui l'aide pour ses soins, c'est elle qui l'aide à s'habiller, c'est elle qui lui nettoie ses vêtements, c'est elle qui lui donne ses cigarettes. Donc Nadera, c'est un peu sa maman, quoi. Ouais, totalement, ouais. Et ouais. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle le voit, elle se démonte pas. Elle dit viens. Mais viens, ça veut dire mets-toi à ma hauteur, parce qu'elle fait 1m40, c'est 2 mètres. Bon, voilà. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait, ce grand dadé, là, il se plie en deux. Elle le chope par l'oreille comme ça. Elle lui dit un truc à l'oreille. J'apprendrai après ce que c'est. Ce que je lui demanderai. Elle dit, j'ai passé une mauvaise matinée. Je suis de mauvaise humeur. Toi, je vois que tu n'es pas bien. Tu vas prendre tes affaires, tu vas aller te calmer pendant un quart d'heure, 20 minutes dans ta chambre. Tu vas toi-même y aller. Et dans 20 minutes, je reviens te chercher et je veux que tu aies un autre visage que celui-là. Donc en fait, elle le punit comme une maman. Donc nous, on voit, moi, ce grand dadé là, elle lui parle à l'oreille. Hein. Et Monsieur D, qui était jusque-là hyper instable, j'avais l'impression qu'il allait tout casser. Il se lève, clac, clac, clac. Il sort de la salle, il va dans sa chambre, il ferme sa chambre derrière et il s'allonge. Je n'ai jamais vu ça. Jamais. En 25 ans de carrière, je n'ai vu ça. Et il s'est tranquillisé. Là-dessus, moi, je veux voir Nadera. Je dis, elle me dit, oh, on va pas faire tout un... Et là, elle voit qu'il y a 12 soignants. Ouais, c'était le branle-bas de combat à côté. Ouais. Et alors, 20 minutes après, elle est allée le chercher. Je l'ai fait venir, moi, en entretien. Je me suis dit, c'est pas possible. Je veux dire, moi, j'avais des protocoles plein la tête. Quelle injection on allait lui faire, comment on allait le contentionner, combien de temps. Enfin, des choses qu'on apprend à la faculté, quoi, de médecin. Quels produits on allait mettre. Et donc après, il sort de cette chambre au bout de 20 minutes et il est calme. Il est calme. La crise, elle est passée. L'orage est passé. Et donc là, je vais le voir, je lui dis, Monsieur D, qu'est-ce qui s'est passé là? Je veux dire, quand il se passait ça à Marseille, vous avez tout cassé, vous avez tout ravagé. Là, vous étiez pas bien, qu'est-ce que... Il me dit, non mais c'est pas pareil là, c'est Nadera. En 3 mots. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle, elle avait tout ce droit-là, elle avait cette espèce de position maternelle, parce qu'elle, elle s'occupe de lui toute la journée,
Donc elle est capable de mettre fin à ce niveau d'agitation, ce niveau de frustration, ce niveau de tension, juste parce qu'elle a cette relation très particulière à lui. Donc c'est ça, moi, qui est aussi, c'est l'essence de mon métier et fait que j'ai une passion et une affection particulière pour ça. C'est-à-dire que ce métier, c'est un métier de relation. Si vous comprenez la personne avec qui vous êtes capable finalement de soigner beaucoup mieux ou au moins aussi bien que tout ce qui peut être fait ailleurs. Alors, on parle beaucoup de comportements négatifs, de débordements, mais au contraire, est-ce que vous avez déjà, comment dire, tissé des liens? Alors, peut-être pas d'amitié, mais prouvé quelconque sentiment vers vos patients, former des relations? Alors, les relations, avant tout, je les ai tissées à l'UMD avec les gens du service. Il y a une solidarité. Les gens qui viennent travailler à l'UMD, ils le font volontairement. On n'est pas désigné, on demande à aller. Alors, certes, il y a une prime, un peu de risque, mais la prime de risque, elle peut vous aider à venir, mais elle ne vous aide pas à rester. Donc, ça veut dire qu'il se crée une forme de lien entre tous les gens qui travaillent à l'UMD, une forme de lien parce qu'ils ont tous fait le même choix, donc ils ont cette sensibilité particulière, et une forme de solidarité parce que si jamais ça tourne mal, il faut pouvoir compter les uns sur les autres, plus particulièrement là. Donc oui, j'ai tissé des liens très très forts. Ça fait des années que je suis parti de l'UMD. J'y retourne de temps en temps pour faire des expertises, pas pour soigner les gens, mais pour voir des gens en expertise. Ah ben, je suis accueilli comme si j'étais parti la veille, quoi. Et j'ai toujours ce plaisir à aller voir les gens avec qui j'ai travaillé. C'est vraiment quelque chose qui est pour moi, voilà, c'est un souvenir, c'est une partie, voilà, c'est une partie de ma carrière. Est-ce que vous avez déjà vu des patients pour qui l'unité de malades difficiles, donc l'UMD, a empiré leur cas, que vous avez vu sombrer? On parlait du suicide, mais justement de Monsieur D, qui va finir par suicider lorsqu'il va comprendre qu'il ne va pas sortir de l'UMD de sitôt. Est-ce que pour vous, en tant que médecin, vous avez l'impression d'avoir failli parfois? Comment ça se passe? L'unité pour malades difficiles, c'est l'équivalent d'un service de réanimation pour la médecine. Ça signifie qu'on accueille des pathologies graves, parmi les plus graves de celles qui se présentent en psychiatrie. Donc ça veut dire que si on accueille les pathologies les plus graves, on a un taux de réussite thérapeutique qui ne peut pas dépasser les services classiques, parce que les services classiques peuvent accueillir des troubles plus légers. Donc on a des pathologies graves, donc ça veut dire qu'il y en a un certain nombre qui sont résistantes à toutes les thérapeutiques, à toutes les formes de prise en charge qui s'offrent à nous à l'heure d'aujourd'hui. Peut-être que si on a fait des progrès, il y a 50 ans, c'était pire. 50 ans après, grâce au progrès des traitements médicamenteux et des thérapies, on arrive à des choses. Mais il y a quand même encore beaucoup de situations qui résistent. Vous avez aujourd'hui, pour faire un parallèle avec notre pan de la médecine, la cancérologie, on soigne beaucoup plus de cancers. Il y a des cancers qui restent graves et qui restent des maladies qui sont létales. Alors, j'en dirais pas pareil exactement pour la psychiatrie, je fais ce parallèle, il est peut-être malvenu, mais si, c'est des troubles graves. Donc c'est vrai que des fois, malgré les médicaments, malgré les entretiens, malgré tout ce qu'on peut mettre en place autour du patient, eh bien, on n'arrive pas à stabiliser la maladie. Et il y a des patients qui rentrent et qui, 3 ou 4 ans après, ont des troubles qui sont toujours aussi envahissants, toujours aussi impressionnants que quand ils sont rentrés, quoi. Oui, ça arrive. Et d'autres qui suicident? J'ai pas connu beaucoup de suicides, j'en ai connu. Oui, c'est des patients plus à risque. Et des patients qui ont des troubles graves. Les troubles graves, ils peuvent s'exprimer par des gestes auto-agressifs. Voilà. L'UMD de Montfavet avait une particularité par rapport aux autres UMD, c'est qu'elle pouvait accueillir des femmes. D'accord. Alors, pas au sein même, c'est-à-dire que les femmes et les hommes n'étaient pas mélangés. Il y avait les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. C'est un service beaucoup plus petit. Il y avait une dizaine de places femmes pour 70 lits hommes. Ah oui, quand même. D'accord, voilà. Il y avait une dizaine de places femmes. La particularité de la maladie mentale chez les femmes, c'est que quand elle se met à se déséquilibrer, on va dire, la maladie à se décompenser, chez les femmes, il y a beaucoup plus de gestes auto-agressifs que de gestes hétéro-agressifs. Donc la violence, elle est beaucoup dirigée vers elle, alors que chez les hommes, elle est plutôt dirigée vers l'extérieur. Et donc j'ai le souvenir, alors même si j'y travaillais pas directement, mais ça faisait partie de l'ensemble dans lequel je travaillais, et j'ai vu une femme qui, au cours d'un accès vraiment de violence, s'est énuclée, s'est arraché un œil, avec un instrument qui était une espèce de petite cuillère qu'elle avait reformatée comme ça, elle s'est arraché l'œil. Et donc, qu'est-ce qu'on a été obligé de faire? On est obligé de lui mettre une camisole, comme ça. Mais l'œil est parti. L'œil est parti. Elle a perdu l'usage de l'œil, complètement. Ah, c'est dingue. Il lui en restait plus que. Et donc, on a été obligé de la
contentionnée, comme ça. Et en fait, on avait très très peur de lui lever les contentions. Donc elle est restée avec des contentions des semaines, des semaines, des semaines et des semaines. À tel point qu'au bout d'un moment, on devenait maltraitant. Parce que c'est de la maltraitance. Mmh. Sauf que d'un côté, il y avait la maltraitance et de l'autre côté, il y avait le risque. Et bien entendu, au bout d'un moment, avec des réunions d'équipe, avec... voilà, ben, qu'est-ce qu'on a décidé? On a décidé de lui enlever la contention. Et quelques heures après, elle s'est arrachée le deuxième. Elle est vivante encore, cette âme? Elle est vivante. Vivante et aveugle. Et aveugle. Il y a quelque chose que j'ai retrouvé dans votre livre, c'est et dans la psychiatrie en général, je veux dire, c'est une pensée qui est courante, c'est le rapport entre les maladies psychiatriques et la drogue, dont le cannabis, mais ça peut aussi être les drogues de synthèse. Alors, est-ce que c'est une légende ou est-ce que non, c'est réellement vrai? Les drogues impactent directement sur le cerveau? Il y a un lien très particulier entre maladies psychiatriques et les toxiques en général. Particulièrement le cannabis, mais aussi les autres toxiques. Alors aujourd'hui, bah, le lien, il est complexe. Il y en a certains qui vont avoir des troubles, des voix, etc., et qui finalement vont consommer des toxiques pour essayer quelque part soit de soigner ces voix, soit finalement de se dire que bah, finalement c'est parce qu'ils ont consommé le produit qu'ils ont ces voix-là. Ok. Voilà, c'est une forme de rationalisation des troubles ou une forme de tentative de soigner ces troubles. Et puis après, il ne faut pas méconnaître que ces substances, le cannabis, surtout les nouvelles formes de cannabis qui sont très très dosées en THC, parce que le THC, c'est le principe actif à l'intérieur du cannabis, très très dosé, sur un cerveau en développement, adolescent, adulte, jeune, ça peut faire énormément de dégâts. Et parmi les dégâts que ça fait, ça peut favoriser l'éclosion d'une pathologie psychiatrique. Donc vous voyez, ce lien, il est très très complexe. Il y a le toxique qui peut venir comme étant un facteur précipitant, voire on le montrera peut-être un facteur vraiment déclenchant. Et puis, il y a le toxique qui peut venir après, comme facteur qui va finalement, avec lequel le patient va essayer de se soigner, mais qui finalement va aggraver la maladie. Pourquoi? Parce qu'elle va faire une résistance au traitement, elle va faire des rechutes qui sont plus longues, plus graves, des hospitalisations qui sont plus difficiles à mener, parce qu'il y a le toxique. Et pour ça, j'ai une anecdote. Alors ça, je pense qu'il n'y a que à l'UMD qu'on peut le voir. Je pense que nulle part ailleurs on pourra voir ça. Cette anecdote, elle est que, à l'UMD, s'il y a quelque chose qui nous aide, c'est qu'il n'y a aucun toxique qui rentre. Aucun toxique qui rentre. Parce qu'il y a un mur d'enceinte, parce que c'est pas comme à la prison. Puis c'est des gens qui ont généralement pas de vie sociable à côté. Enfin... Alors, pas forcément, mais tout est contrôlé. Beaucoup plus contrôlé qu'en détention. Okay. C'est-à-dire que l'extérieur, c'est quelque chose qui est... voilà, tout est filtré. Et puis, si jamais il y a 1 gramme de toxique qui rentre, il y a une espèce de frémissement qui fait... Parce qu'il y a tous les patients qui savent qu'il y a 1 gramme de cannabis qui est rentré. Donc, il y a ceux qui veulent y aller parce qu'ils n'ont pas eu, ils veulent le fumer. D'autres qui se disent « Ah ben, je vais donner la personne qui l'a fumé parce qu'il n'y a pas de raison que ça soit lui. » Enfin, je veux dire, ça crée une espèce d'émulation qui fait que dès qu'il y a 1 gramme de cannabis, on voit que parmi les patients, il y a quelque chose qui se passe, il y a un frémissement. Un jour, alors là, c'est authentique. Je pense que je ne recroiserai jamais ça. Une dame qui a plus d'une 60aine d'années, qui vient voir son garçon à l'UMD qu'elle avait eu très tardivement. Elle lui amène une cartouche de cigarette. Neuve. Scellée, machin, cartouche. Et après la livraison de cette cartouche, mais on a mis longtemps à faire le lien, hein, plusieurs jours après, on s'est rendu compte qu'il y avait des patients qui commençaient à s'aggraver. S'aggraver. Et en fait, on a découvert que cette maman qui travaillait dans les écoles, comme cantine, très gentille, hein, qui venait voir son petit garçon et tout, elle avait ouvert les paquets de cigarettes, elle avait coupé les têtes des paquets de cigarettes, elle avait mis des morceaux de cannabis entiers, elle avait remis les cigarettes par-dessus, mais avec la tête coupée, donc il y avait, voilà, elle avait recellé les cigarettes, elle avait replastifié, et elle avait replastifié toute la cartouche. Et pour venir faire un cadeau à son petit garçon, il avait une 40aine, une 50aine, une 60aine de grammes de cannabis. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Énorme. Et il a sans doute revendu... Alors, revendu non, parce qu'ils n'ont pas d'argent à l'intérieur. Ils n'ont pas d'argent? Et non, à l'intérieur, il n'y a pas de magasin. Il y a pas de service, quoi. Alors, contre-service, je sais pas, il a surtout lu prêt pour lui. Hein. Voilà, mais effectivement, alors, je vous rassure,
on a découvert, parce que, je veux dire, au bout d'un moment, vous voyez, les patients s'aggravaient. Bon, on a fouillé, on a regardé partout et on a découvert après ce cannabis. Donc, il en avait consommé, pas tout. Et c'est pour ça qu'on a découvert que tous ces paquets étaient reconditionnés. Mais c'est vraiment ça. Et c'est une maman. Il y a des sanctions pour cette maman et pour son fils dans ce cas-là? Alors, on reste des soignants. Donc, non. Enfin, on détruit le produit. D'accord? On a interdit pendant un moment les visites. D'accord. Voilà. Mais on n'est pas. Non. Je dois vous avouer que oui, on aurait dû. On aurait dû peut-être. Mais le problème, c'est que si on fait appel au service de police, ils vont venir faire une procédure pour un truc de cannabis comme ça. Sur une maman, je vois pas ce que ça aurait amené. Donc, non, on n'a pas fait de procédure, on a détruit. Est-ce que vous pensez qu'on a mis un mot sur toutes les maladies psychiatriques qui existent aujourd'hui dans notre monde? Alors, on est passé d'une psychiatrie, on va dire, type européenne, c'est-à-dire une psychiatrie psychopathologique, comme on appelle, c'est-à-dire une psychiatrie qui tente de comprendre les phénomènes qui sont attenants à la maladie psychiatrique, à une psychiatrie anglo-saxonne, qui est une psychiatrie descriptive. Aujourd'hui, la vision anglo-saxonne de la psychiatrie a tout écrasé, c'est-à-dire c'est des checklists. Si vous avez ça, ça, ça et ça, vous avez la maladie. D'accord. Voilà. Donc en fait, on fait des checklists. Voilà. Ça a appauvri la compréhension des maladies. Mais ça a permis, finalement, de lister toutes les formes de comportement qui sortaient un petit peu de l'ordinaire et de nommer tout ce qui sort un peu de l'ordinaire. Et on part du principe qu'on a répertorié de ce fait toutes les maladies psychiatriques. On a répertorié tout ce qui peut se dévier. Enfin, on est capable de mettre chaque comportement, d'attribuer chaque comportement, chaque combinaison de comportements. Chaque comportement qui s'est jusqu'à présent présenté. D'accord. Oui. Alors après, il peut y avoir d'autres choses qui apparaissent avec des évolutions. Peut-être que les réseaux sociaux, peut-être que, etc., feront apparaître d'autres types et donc feront naître d'autres types de troubles et d'autres types de descriptions. C'est quoi la maladie psychiatrique la plus dangereuse, on va dire, celle qui revient le plus souvent chez les tueurs et plus particulièrement chez les tueurs en série ou ceux qui tuent dans des conditions abominables? Alors il y a deux pendants. Il y a un diagnostic qui n'est pas une maladie, mais qui est plutôt un trouble de la personnalité, qui est ce qu'on appelle la psychopathie. Alors aujourd'hui, on emploie, parce que la plupart des termes psychiatriques sont tombés dans le langage courant et ont perdu leur sens. Pervers narcissique, Il est psychopathe, il est bipolaire, il est hystérique, il est maniaque, etc. Mais la psychopathie, en tant que psychopathie froide, parce qu'il y a deux types de psychopathie. Il y a la psychopathie chaude, c'est-à-dire l'individu qui est très agité, très tendu, qui se mesure, et puis il y a la psychopathie froide, le gars qui est manipulateur, très froid, voilà. Donc la psychopathie froide, qu'on retrouve dans la délinquance, qu'on peut retrouver par exemple dans la délinquance en col blanc. On parlait de comment c'est cet individu-là qui a été condamné à 130 ans de prison aux États-Unis pour les pyramides de Ponzi, là. C'est-à-dire faisait faire des investissements très importants. Effectivement, j'ai pas son nom. Ouais. Et oui. Ah ben, lui, effectivement. Et il est à l'origine du krach boursier de. Ouais, exactement. Oui, donc, voilà. lui, effectivement, c'est une forme de psychopathie froide. Voilà, psychopathie. Alors, ça ne veut pas dire que c'est un tueur en série, mais c'est extrêmement destructeur. Voilà. Eh ben, on retrouve chez certains tueurs en série, ou chez certains tueurs, cette psychopathie, c'est-à-dire quelqu'un qui est froid, insensible, qui n'a pas vraiment accès aux émotions, qui est plutôt manipulateur, qui est voilà. Ça fait le lit, ça peut faire le lit, effectivement, de ce type de comportement. Quel meurtrier célèbre est atteint de psychopathie froide, par exemple? Psychopathie froide, vous avez Guy Georges, par exemple. D'accord. Voilà, qui peut être un psychopathe froid. Voilà, Mamadou Traoré qui a été diagnostiqué comme étant possiblement, effectivement, ce type de psychopathe. Voilà. D'accord. Voilà. Donc il y a ça, et puis il y a le deuxième, mais des fois les deux sont un peu mêlés. Hein. Il y a la schizophrénie, voilà, mais attention, parce que ça voudrait dire que tous les schizophrènes sont... non. Vous avez aujourd'hui plus de chances de mourir atteint par un impact de foudre que tué par un schizophrène. D'accord? Donc c'est très peu. D'accord? Mais certaines formes de schizophrénie, certains patients qui sont atteints de certaines formes de schizophrénie, la schizophrénie, c'est-à-dire le délire, les idées en dehors de la réalité, vont s'exprimer, d'accord, par des comportements qui sont particulièrement agressifs et particulièrement destructeurs. Donc je dirais qu'il y a voilà, ces deux pôles-là, et des fois ces deux pôles peuvent être mêlés. Est-ce qu'il y a un dossier qui vous a rappelé que la psychiatrie, même bien faite,
elle a ses limites. Parfois, on ne peut rien pour les patients, quoi. Ah oui, souvent, souvent. Il y a certains patients, effectivement, qui échappent à toutes les formes de recours thérapeutiques, soit parce qu'on n'a pas compris la problématique au départ, soit parce qu'on n'est pas arrivé à la soigner. Oui, donc oui, il y en a. Alors, j'ai la situation, j'ai le cas de ce patient-là, comment dire, monsieur Z, qui, il a 17 ans. Il travaille dans le bar de son père. Ah oui, 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 ok. On l'amène pas, le bar de son père s'appelle l'Embuscade. Il est serveur dans ce bar. C'est un début d'après-midi tranquille. Il y a des gens qui tapent le carton. Voilà. Et un des gens qui tape le carton appelle le serveur, donc M. Z, et lui dit petit, amène-moi ma boisson de d'habitude. Puisque c'était. Et puis lui, il tarde. Parce qu'il est jeune, parce qu'il a 17 ans, parce qu'il est un peu gauche, etc. Et puis au bout de 3-4 minutes d'attente, le mec qui a la partie de cartes se tourne et dit « Oh petit, si tu me sers pas, je te mets 2 gifles. » C'est des choses qu'on me dit tout le temps, quoi. Voilà. Ce gars-là, il va ruminer. Ruminer pendant 17 ans. Ruminer pendant 17 ans, tous les jours. Pensant que cette phrase est à l'origine de toutes les déconvenues qu'il va rencontrer entre l'âge de 17 ans et l'âge de 34 ans jour pour jour. Et à 34 ans jour pour jour, il va retrouver ce gars-là, les pieds le suivant, jusque dans un sex shop. Et à la sortie du sex shop, il va lui mettre 2 balles dans la tête. Mais alors, entre-temps, il confrontera jamais la personne qui l'a, entre guillemets, humilié, même si c'est très léger. Il le confrontera jamais. 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 Il va se ternir un petit peu dans l'ombre. Et il va accumuler, pendant 17 ans, des aléas, des déconvenues, des ruptures sentimentales, des problèmes d'insertion professionnelle, des disputes avec sa famille, voilà. Mais ce monsieur-là, finalement, il réussit quand même à avoir une vie banale, ou alors... Banale, avec une insertion... Avec son lot d'échecs, de réussite... Oui, mais avec des échecs qui, pour lui, sont tous très douloureux, et dus à un seul élément, c'est cette phrase qu'on lui a prononcée. Il me le dira, il m'a ôté le respect. Donc, il faut que je récupère ce respect. Et 17 ans après, pour lui, la seule façon de récupérer ce respect, c'est de tuer la personne. Alors, c'est intéressant, mais est-ce qu'il a eu d'autres phases d'humiliation dans sa vie? Je veux dire, on va tous être confrontés, ou on a déjà été confrontés à des disputes, peut-être même des bagarres, ou en tout cas des phrases qui fusent, où on sent qu'on nous manque de respect. Il a eu d'autres comme ça, manque de respect, où Alors, après l'âge de 17 ans, il en a eu beaucoup. Oui, voilà. Et justement, pour lui, tout ce qui lui est arrivé après est dû à ça. Si on ne lui avait pas dit ça, si on ne lui a pas ôté le respect à ce moment-là, il n'aurait pas vécu et subi tout ça après. Donc pour lui, tout prend sens. Ça, c'est de l'ordre de la psychopathie, c'est... De l'ordre de la paranoïa. Voilà. Et il va interpréter toutes les déconvenues qui vont lui arriver par la suite par le filtre de cette déconvenue initiale. Et alors, il le tue de balle dans la tête sur un parking, il s'enfuit, personne ne saura que c'est lui, hein. Parce qu'il n'est pas filmé par les caméras, parce que... Voilà. C'est en somme le meurtre parfait pendant 2-3 mois. Été. Sauf que 2 ou 3 mois après, il y a un contrôle routier le long de la voie. Et puis il y a les gendarmes qui vont pour mettre un radar. Et en fait, ils aperçoivent une camionnette. Et dans cette camionnette, il y a un gars qui est assis. Et à sa droite, il y a une arme. Il s'approche des gendarmes. Et comme il voit un gars avec une arme, hop, il l'interpelle. Il l'amène au poste pour qu'il s'explique sur l'arme. Et lui, au bout de 3 minutes, il dit non mais... Et ils vont l'interroger sur ce crime-là, parce que ce crime n'a pas été élucidé. Et dans une petite ville du sud de la France, autant vous dire que ça a fait grand bruit. Donc, ils disaient, qu'est-ce que vous en pensez? Et il dit, ben, c'est moi. C'est moi qui l'ai tué. Et j'avais de bonnes raisons de le faire, puisqu'il m'a ôté le respect. Donc, en fait, je n'ai fait que rétablir la justice. Il va être jugé, ce monsieur? Ce monsieur, mais il va être jugé 2 fois. Sauf que ce monsieur... Il va être là aussi identifié par les psychiatres comme ayant cette forme de paranoïa, sauf que suite à cette forme de paranoïa, certains psychiatres vont dire qu'il a eu une abolition du discernement, d'autres vont dire qu'il a une altération du discernement. En première instance, les jurés n'écoutant plus les psychiatres, parce que les psychiatres n'étant pas d'accord, ils vont le condamner à 2 ans pour un assassinat. À 2 ans? 2 ans. Parce qu'en fait, les jurés, ils vont se dire, attendez, il y a un truc qui ne va pas. Ok, les psychiatres nous disent qu'il a des troubles, etc.
La particularité qu'il va avoir, c'est que ce monsieur a 2 avocats. Un avocat ne peut pas plaider à l'encontre de leur client. Les avocats voulaient plaider la folie, irresponsabilité pénale. Sauf que lui, il dit à ses avocats, yeux dans les yeux, si vous plaidez la folie, vous en subirez les conséquences. Personne ne m'ôtera la paternité de mon crime. Parce que mon crime, il a rétabli la justice. Donc si vous m'enlevez mon crime, si vous m'enlevez ce crime, vous aussi, vous allez m'ôter le respect. Parce que c'est la façon dont j'ai rétabli l'équilibre. Donc les avocats, ils se taisent. Ils ne peuvent pas plaider au procès. Donc les avocats ne peuvent pas plaider, ou en tout cas plaident tièdement. Les jurés voient que le gars, il est complètement à côté de la plaque. Mais on ne peut pas retenir l'irresponsabilité puisqu'elle n'est pas demandée par les avocats. Ils lui mettent 2 ans. Sauf qu'il vient de faire 2 ans de détention préventive. Donc normalement, il est dehors. Là-dessus, la présidente de la cour d'assises désigne vite un expert qui le déclare dangereux, qui bascule à l'UMD en attendant son 2e procès. Il est soigné à l'UMD pendant quelques mois, le temps d'attendre l'appel. Et en appel, comme il a bénéficié de 7, 8, 9 mois de traitement, il est un peu plus calme, un peu plus posé, toujours avec les mêmes convictions. Et là, il va prendre 14 ans. 14 ans en prison, du coup. 14 ans de prison. Il est reconnu responsable. Responsable parce qu'il veut, encore une fois, il dit à ses avocats, vous ne plaiderez pas l'irresponsabilité. Donc, sauf que là, comme la présentation par rapport au juré, elle est beaucoup plus normée, et juré dit, c'est un gars qui peut quand même, hop, on le bascule en détention. Et en détention, il dit, moi, je veux pas d'aménagement de peine, je veux rien devoir à personne. Mon crime, ok, il vaut 14 ans, donc je ferai 14 ans, jusqu'au dernier jour. Ce qui fait que quand je sors le dernier jour, je ne devrai plus rien à personne. Aujourd'hui, il est dehors. Moi, je l'ai expertisé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, tous les 2 ans, pour l'application des peines. Avec la juge qui me demandait toujours est-ce qu'il est dangereux ou pas. Bah oui, il était éminemment dangereux. Sauf qu'il s'avère que pendant son incarcération, toujours dans ses idées qui tournent, hein, il reprend contact avec un de ses premiers amours. Il s'avère que ce premier amour lui répond. Parce que elle pas trop, voilà, elle se dit, elle connaît pas trop son histoire. Par quel biais il reprend contact avec elle? En lui écrivant. D'accord. Ouais. Par téléphone ou manuscritement? Alors d'abord il lui écrit, et ensuite par téléphone, et ensuite elle viendra le voir. D'accord. Sauf que cette dame, elle est mariée, elle a des enfants. Elle a fait sa vie. Voilà. Sauf que lui, il se dit, toujours dans ses constructions comme ça, attends, en fait, ma vie, elle est là. L'amour de ma vie est là, devant moi. Donc en fait, quand je sors, je me marie avec elle, et ma vie est là. Puisque j'ai finalement rétabli l'équilibre, j'ai retrouvé le respect puisque j'ai tué la personne, je fais ma peine, et après je fais ça avec. Sauf que elle, c'est pas du tout son projet de vie. Sauf que lui, peu importe son projet de vie. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va jusqu'au bout de sa peine, il sort, et il va devant chez elle. Et il s'installe tranquillement dans la voiture. Et il lui dit, bah, moi je suis là, je t'attends. Sauf qu'elle a son mari et ses enfants. Donc lui, il va être réincarcéré. Parce que finalement, après, il l'a harcelé. Mais il tue personne à ce moment-là. Pas encore. D'accord. Pas encore. Allez, moi, je vous laisse. Alors, je ne dis pas qu'il l'a tué, mais ce que je veux dire, c'est qu'il commençait à la harceler, ouais, et qu'il commençait à dire que la personne qui l'empêchait de faire tout ça, c'était son mari à elle. Donc là, heureusement, la justice est intervenue. Hein, et parce que tout ça, ça se passe à 500 ou 600 km de chez lui. Hein, parce qu'elle, elle a fait sa vie, mais elle n'habite pas dans le même village. Hein, c'est pas quelqu'un qui se côtoyait pas. Hein. Est-ce qu'il y a des façons de tuer qui sont fidèles à une maladie psychiatrique? Est-ce que quand on est schizophrène, on tue plus au couteau, et quand on est paranoïaque même, on tue plus à l'arme à feu? Non, mais par contre, les patients qui souffrent de troubles schizophréniques, généralement, ils s'en prennent plus à leur entourage direct. D'accord. Voilà, leurs parents, parce qu'il y a une espèce de lien affectif et qui fait qu'à un moment donné, la maladie, le lien, il est extrêmement perturbé. Voilà, donc il n'y a pas une façon de tuer. Par contre aussi, il y a certaines formes de troubles schizophréniques qui font que, voilà, on en a eu à l'UMD. Donc j'en avais rencontré un une fois que j'étais venu voir et qui me... Je prends le dossier, là, donc assez froidement, puis je lis. Alors, en même temps que je lis, je lui pose des questions, voilà, pour que ça fasse... Voilà, pour que le moment ne soit pas trop solennel non plus. Je ne suis pas là pour lui faire l'interrogatoire. Et donc je lui dis, bah, monsieur, vous avez dépecé votre père.
Et puis là, il y a un grand blanc. Comme ça. Il me regarde, il me dit, docteur, je ne l'ai pas dépecé. Dépecer, c'est enlever la peau. Je l'ai démembré. Pas pareil. Donc effectivement, ce monsieur avait découpé les membres de son père et mis un à un les membres de son père dans un poêle pour les faire brûler. Il les a pas mangés. Il les a pas mangés. On en a eu un. Vous avez eu des cannibales à l'UMD? On en a eu un. Mais un cannibale qui me disait, non mais attendez, moi je ne suis pas un cannibale de base, je suis un cannibale beaucoup plus élaboré parce que il faisait cuire les morceaux de chair qu'il absorbait. Donc il disait que le cannibalisme c'était quelque chose de très archaïque, très vieux, et que lui il n'était pas du tout ça, il était beaucoup plus élaboré parce que lui il faisait cuire sa viande. C'est un chef cuistot quoi. Voilà, ouais. Ok. Est-ce que ça existe, je sais pas, peut-être c'est cocasse, des médecins psychiatres, des médecins qui ont tué? La maladie mentale, la pathologie, elle est partout. La schizophrénie aujourd'hui, c'est 1 à 3% de la population, donc c'est 700 000, 1 million de personnes. Les troubles dépressifs, vous avez une chance sur 5 de faire un épisode dépressif durant votre vie. Donc en fait, la pathologie mentale, mais n'empêche que ça reste toujours une maladie honteuse, comme les maladies sexuellement transmissibles, comme des fois le cancer, bien que là, ça s'est beaucoup démocratisé, ces images-là. Mais la maladie mentale, voilà. Mais la maladie mentale, elle reste encore... D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait aujourd'hui encore cause nationale, la maladie mentale, que des gens écrivent des bouquins dessus pour essayer de montrer que non, la maladie mentale, c'est vous, c'est nous. Alors, il y a certains degrés d'atteinte, d'intensité, mais la maladie, c'est pas... Mais il y a encore un mythe autour que ce soit de la schizophrénie, de la paranoïa, il y a encore un mythe. Oui, ça interroge. Oui. Et justement, en tout début d'interview, vous me parliez que c'était très compliqué d'accéder à l'UMD, qu'il y avait des fossés, etc. Il y a déjà eu une évasion de l'UMD? Il y a deux. Ah, donc c'est possible de s'évader? Deux évasions. À Montfavet ou dans les UMD? À Montfavet, il y a eu 2 évasions. Enfin, moi, j'ai assisté à 2 évasions. Pas physiquement, mais au moment où j'étais là. J'ai assisté à une première évasion au moment où il y avait les travaux. D'accord. Effectivement, ils étaient détruits, sauf qu'ils détruisaient unité par unité, ils reconstruisaient unité par unité. Et à ce moment-là, il y avait des tôles de chantier comme ça, qui avaient été scellées, et en fait, il y avait un patient, effectivement, qui avait réussi, mais on l'a recroisé. Vous savez, quand c'est des véritables malades psychiatriques, ils vont jamais très loin. Parce qu'ils savent que le milieu qui est le plus bienveillant pour eux, c'est l'UMD. Ils ont peut-être même peur de la vie civile. Par contre, on a eu une autre chose. On a eu une prise d'otage. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, un détenu nous avait été imposé de force parce que il était en détention. Ça se passait mal en détention avec les surveillants. Il n'arrêtait pas de se boxer avec eux parce que le contact n'était pas bon. Les surveillants l'avaient dans le nez, donc les surveillants le maltraitaient, etc. Donc, il avait commencé à s'agiter et cette agitation avait fait dire qu'un soir, un médecin, il faut le balancer à l'hôpital psychiatrique. Donc, il est arrivé à l'hôpital psychiatrique, mais lui, il n'avait pas de pathologie au sens de maladie. Il avait plutôt un comportement qui était transgressif, voilà. Un peu loup dans la bergerie, quoi. Voilà. Et donc, il est arrivé là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à repérer un petit peu le fonctionnement un jour. Et puis, il a découvert que l'assistante sociale, elle venait à tel jour, à telle heure. Et donc, il a pris sous son aile un autre patient qui, lui, était schizophrène. Et ils ont pris un couteau et ils ont pris en otage l'assistante sociale. Et en fait, ils ont, juste pour aller jusqu'à sa voiture, ils ont pris sa voiture et ils se sont barrés. À tel point que le schizophrène, il a fait... donc ils sont partis en voiture, il a fait une centaine de kilomètres en voiture. Le patient qui souffrait de schizophrénie, dès qu'il est descendu de la voiture, il est allé au premier commissariat en disant « Mais il faut me ramener à l'UMD, il faut me ramener à l'UMD ». Alors que le détenu, hop, on ne l'a pas retrouvé avant. Lui, par contre, c'était une évasion. Et il est parti combien de temps, lui? Alors, je ne sais pas combien de temps il a été repris après, mais je sais que moi, j'ai essayé d'avoir des informations. 2 mois après, il n'avait toujours pas été... Ah ouais. Donc il a fait une vraie cavale, quoi. C'est une évasion. Est-ce que y a eu parmi vos patients criminels des personnes dont les actes étaient tellement abominables que vous avez eu du mal à discuter avec eux, à les prendre en charge? C'est très particulier parfois de côtoyer des personnes qui ont commis le pire. Il y a des situations qui ont été plus difficiles que d'autres, mais je ne soigne pas un acte, je soigne une personne. Voilà. Donc ça permet effectivement de mettre à distance. Donc c'est vrai que pour certains des patients, je prenais pas la situation sur l'angle du passage à l'acte. Parce qu'effectivement, l'angle du passage à l'acte pouvait avoir un côté trop difficile, finalement. En fait, abstraction de ça, du passage à l'acte? Abstraction, je peux pas faire complètement abstraction.
mais on va dire que ça, c'est pas au centre de la prise en charge. Un sujet différent maintenant, on a beaucoup parlé des patients, de votre rapport à vous, aux patients, de l'UMD, mais entre collègues, est-ce qu'il y a une bonne ambiance, ça crée des liens à l'UMD? Est-ce qu'il y a des frictions parfois, des coups bas? Alors oui, alors il y a une grande solidarité aussi entre les médecins, parce que on est confronté aux mêmes difficultés, on vit les mêmes choses, et donc voilà, à la manière de, je sais pas, d'un service, je sais pas moi, par exemple d'un service de police ou etc. Comme on sait qu'on est tous dans le même bateau, mais l'hôpital, c'est un milieu qui peut avoir un côté très hostile, parce que l'hôpital, c'est fait de rivalité, c'est fait de carrière, c'est fait de désignation de chef de service, de chef de pôle, voilà, et tout ça, c'est quelque chose qui est extrêmement hiérarchisé. Ça a une vie interne très particulière, l'hôpital, avec d'un côté les médecins, de l'autre les administratifs, voilà. Et un hôpital, surtout ces dernières années, avec la diminution des budgets, l'hôpital est en tension. Et donc ces tensions, elles vont se répercuter sur les acteurs à l'intérieur de ce système-là. Et on ne peut pas s'empêcher aussi, pour certains, d'essayer, on va dire, de gravir les échelons, des fois au détriment de leurs collègues, hein. Il y a une forme de compétitivité, on le voit dans n'importe quelle entreprise, hein. Et l'hôpital psychiatrique n'échappe pas à cette règle-là. Donc oui, des fois, il peut y avoir quand même on va dire, des relations qui sont, on va dire, je vais appeler ça conflictuellement larvées. Il y a un de mes meilleurs amis, quand j'ai terminé mon internat, et que j'avais signé pour mon premier poste à l'hôpital, alors que lui, il allait s'installer en libéral, lui, il m'a dit, il va falloir que tu apprennes à évoluer en milieu hostile. Vous, particulièrement, vous avez eu des rivaux, vous pouvez nous donner des exemples de coups bas? Alors moi, je suis arrivé à l'UMD, j'avais une trentaine d'années. Je venais de l'hôpital universitaire. C'est-à-dire que pour moi, j'avais fait des études, une partie à Montpellier, après à Lille, après un peu à Paris. Donc je m'étais beaucoup investi, et puis j'avais dans l'idée de faire une carrière, ce qu'on appelle hospitalo-universitaire, c'est-à-dire dans un grand hôpital d'une grande ville, en faisant des publications, en donnant des cours, enfin voilà, j'avais toute cette... Et puis j'ai fait un autre choix de vie à un moment donné, en rupture totale avec ça. Je suis retourné dans le sud de la France, parce que c'est le lieu d'où je viens, et donc je suis allé dans l'hôpital, on va dire, local. Donc un hôpital qui est à une échelle un peu différente. C'est pas un hôpital universitaire, il n'y a pas de professeur, il n'y a pas de cours à donner, il n'y a pas d'amphithéâtre, il n'y a pas voilà, il y a le soin aux patients. Et effectivement, au début, j'ai été... ouais, on m'a demandé, mais qu'est-ce que tu viens faire là? Voilà, pourquoi tu... Et alors j'ai eu voilà, cet aspect très contrasté. Donc il y avait un certain nombre de chefs de service qui m'ont plutôt pris sous leur aile et qui m'ont beaucoup aidé. Et j'ai eu des amitiés très très fortes. Et puis ça a créé des rivalités. Ça a créé des rivalités authentiques, des jalousies. Et c'est vrai que je le raconte aussi dans mon livre, c'est un peu le fil rouge de mon livre. Eh ben, à un moment donné, moi je suis venu avec en plus cette espèce d'idée où la psychiatrie médico-légale, c'était le lieu où... C'était pour moi, quoi. C'était le lieu où je devais être. Je ne m'étais pas trompé de branche. Je me levais tous les matins, j'avais cette espèce d'énergie comme ça. Voilà. Et cette espèce d'énergie, elle allait dans le sens d'essayer de changer les choses, de bouger les choses, et en même temps, de prendre des responsabilités. Parce que c'est quand on est aux manettes qu'on peut bouger des choses. Sauf que ça n'a pas été vu forcément d'un très bon œil. Et il y avait des médecins, on va dire, qui n'ont pas vu ça et d'un très bon œil. Et les rivalités ont fait que, bah oui, j'ai eu des retours de bâton. J'ai eu, voilà. Et ça m'a, oui, ça m'a profondément touché. Voilà, ça m'a profondément touché. Ça a été une des raisons, pas la seule, hein. Attention, on ne peut pas mettre ça tout le temps, mais ça a été une des raisons pour lesquelles après, j'ai quitté l'hôpital. J'ai quitté l'hôpital. Alors, ces mecs-là, dont je parle dans mon livre, ne sont pas les seuls responsables, parce que ça serait leur donner trop d'importance. Il y a aussi le système de soins qui s'est dégradé et qui faisait que l'activité à l'hôpital, elle était de plus en plus compliquée. On ne pouvait plus monter de projet, on était tout le temps en train de compter, et c'était au détriment des patients. Et moi, c'est quelque chose que j'avais du mal à accepter. Et c'est vrai que beaucoup peuvent composer avec ça. Moi, j'avais beaucoup de mal à composer avec ça. Justement, au moment où vous allez accéder aux commandes, puisque vous allez devenir chef du pôle de l'UMD, vous prenez comme initiative d'enlever les cuillères
aux patients parce que ça leur enlève de leur dignité et de leur mettre des couverts, donc des fourchettes et des couteaux. Ouais. Quand je suis arrivé à l'UMD et quand j'en prends la responsabilité, j'avais noté des choses, parce que j'y travaillais déjà depuis un moment à l'UMD. Et donc j'avais noté des choses et je me suis dit, si je prends les rênes, il va falloir avoir des décisions un peu fortes. Il va falloir remettre en question des choses. Voilà, c'était ma volonté. Parce que l'UMD, c'était énormément de protocoles, énormément de rituels extrêmement rigides. Et au plus, une règle était absurde, au plus elle était suivie à la lettre. Par exemple, il ne pouvait pas fumer avant 9 h du matin. Pourquoi? Peut-être que parce qu'il y a 40 ans, la livraison de tabac se faisait à 8h45. Peut-être que c'était ça. Mais 40 ans après, ça n'avait plus aucune raison d'être. Et pourtant, la règle était. Donc je me suis mis à questionner tout ça. Sauf que questionner tout ça, ça voulait dire remettre en question ce qui se passait. Et remettre en question ce qui se passait, c'était parfois mal perçu. Donc je me suis attaché à des choses qui étaient symboliques. La symbolique, pour moi, ce qui frappait, c'est que quand vous assistiez à un repas en UMD, les patients, ils avaient un steak, pas un steak haché, un steak, et qu'ils ne pouvaient pas le couper. Donc ils étaient obligés de me tenir en équilibre et qu'ils mangeaient comme ça. Et après, finalement, ils mangeaient avec les doigts. On disait qu'ils étaient sales, c'était dégueulasse. Ben oui, c'était dégueulasse parce que... Donc j'ai dit, mais il n'y a aucune raison. Bon, si ce n'est leur dangerosité quand même. Ouais, sauf qu'on est capable de gérer. On est là pour gérer la dangerosité. On est un service qui gère la dangerosité. Donc l'idée, qu'est-ce qu'on fait? On leur donne des couverts. On compte les couverts au début du repas, on compte les couverts à la fin du repas. S'il en manque un, personne ne sort. Vous auriez été capable de donner un couteau à Monsieur D, justement, 2 mètres, 140 kg? Alors, j'aurais été capable, en fonction de son état clinique, ce qui permet d'enlever la peur, ce qui permet de prendre en charge les patients, c'est juste... Monsieur D, pendant des années, quand il était à l'extérieur, il avait des couteaux. Il n'a jamais poignardé personne. L'idée, c'était d'être capable de détecter. Quand ils vont pas bien, bah oui, on revient à des protocoles de sécurité, mais s'ils vont bien. Si on a pour objectif qu'ils soient réhabilités et qu'ils aillent dans la vie normale, vous avez un couteau et une fourchette pour manger si vous allez au restaurant. Il n'y a pas de raison que vous n'en ayez pas à l'UMD. Si vous aviez carte blanche, qu'est-ce que vous changeriez au sein de l'UMD? Que ce soit le budget... Qu'est-ce que je changerais? Je supprimerais les isolements. Les chambres d'isolement. Ça n'a pas déjà été supprimé? Non. Non, vous les aviez modifiées. Je les avais modifiées. J'avais comme idée d'en faire des bibliothèques, moi. Pourquoi? Parce que les chambres, elles sont déjà sécurisées. Il n'y a aucune raison qu'il y ait ces espèces de chambres pseudo-capitonnées en plus où on va mettre un patient et l'enfermer complètement. Voilà. Et je pense que voilà, si j'avais carte blanche, ça. Si j'avais carte blanche, j'essaierais d'établir un peu plus de lien entre l'intérieur de l'UMD et l'extérieur de l'UMD. Les patients de l'UMD, ils ont ben en vocation, pas à rester 40 ans à l'UMD, c'est fini ça. On a fait suffisamment de progrès. Ils ont vocation à aller à l'extérieur. Donc pourquoi à l'UMD, on commencerait pas déjà à leur faire des choses à l'extérieur? Alors ça ne veut pas dire les lâcher en ville, bien entendu. Mais ça veut dire à un moment donné, aller faire une activité sur l'extérieur. Voilà, commencer à les resocialiser déjà dès l'UMD. Votre livre, et je vous l'ai dit tout à l'heure, il est très agréable à lire. Alors, il s'adresse du coup aussi aux non-spécialistes de la psychiatrie. Quel message vous vouliez faire passer en écrivant toutes ces lignes? Je voulais faire passer le message que la psychiatrie, c'est un métier passionnant. Que la psychiatrie médico-légale, pour moi, ça allait encore plus. Alors là, je parle de mon cas personnel. Et je voudrais transmettre que derrière cette apparence et cette fausse idée, vous tendez un micro dans la rue, vous dites schizophrénie, les gens vont vous dire danger. C'est pas vrai, c'est pas ça. C'est dans ces services de psychiatrie, il y a une série qui est il y a pas longtemps, Empathie là, sur Canal+, qui montre l'intérieur. Il y a beaucoup d'humanité. Et je veux dire, je pense que la psychiatrie, la façon dont on prend en charge les malades souffrant de troubles psychiatriques, elle est un signe d'évolution de notre société. Au plus on va les enfermer, au plus on va les contraindre, au plus ça montre qu'on régresse. Au plus on est capable de les prendre en charge, au plus on est capable de les ouvrir à l'extérieur, au plus on est capable... On le voit dans les sociétés qui régressent, dans des sociétés qui sont assez peu évoluées, qu'est-ce qu'on fait des malades mentaux? On les enchaîne, on les enferme. Et quand on a accès, par contre, à certains progrès, quand on a accès à une certaine connaissance, au contraire, on les soigne et on les fait sortir. C'est très délicat de le dire comme ça, mais est-ce que c'est pas le prix à payer, cet isolement, pour la tranquillité de l'humanité? Voilà, l'enfermement, ça peut être, à un moment donné, une façon de protéger la société. Mais est-ce que ça peut être la seule et unique solution aux maux de la société? Non, je crois pas. Vous croyez à la réinsertion? Totalement. Plus qu'y croire, je la vis.
La réinsertion, je la vis, je la vois, je la constate. J'aimerais bien finir cette interview sur un procès en actualité en ce moment, celui de Dabia B pour le meurtre de la petite Lola. C'était en octobre 2022. Alors, Dabia B, elle est en ce moment en train de s'exprimer à la barre et il y a des éléments extrêmement troublants dans son crime. Le chiffre 1 et 0 sur les pieds de la petite Lola, le fait qu'elle affirme avoir bu son sang. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez de l'état psychiatrique de Dabia B? Est-ce qu'elle est normale? Est-ce que vous êtes d'accord avec les collèges d'experts qui l'ont jugée responsable de ces actes? Alors, 25 ans d'expertise psychiatrique m'ont appris à être le plus prudent possible. Pourquoi? Parce que j'ai été confronté tout au long de ma carrière à une différence extrêmement significative entre le regard que pouvait amener, la lumière que pouvait amener un média sur une histoire pénale et la réalité de ce qui s'était passé. Voilà. Donc je pense qu'il faut faire confiance aux gens qui ont le nez dans le cambouis, qui y sont là, les experts qui l'ont vu, les juges qui vont devoir se prononcer. Donc moi, j'ai cette tendance-là, alors peut-être un peu crédule, à leur faire confiance. Parce que moi, si je donne un avis, je vais donner un avis sur quoi? Sur ce qu'on voit, sur la partie visible de l'iceberg. Mais par définition, les 2/3 sont pas visibles, sont à l'intérieur de la situation. Donc oui, je pourrais vous dire que ça a toute l'odeur, tous les signes de la maladie. Sauf que ce qu'on demande aux experts, c'est pas que ça. On ne demande pas est-ce qu'elle est malade ou pas malade. On demande au-delà de ça. On demande, est-ce qu'elle est malade? Si elle est malade, est-ce que la maladie existait déjà avant les faits? Et troisièmement, si la maladie existait avant les faits, est-ce qu'il y a un lien direct et exclusif entre la maladie et les faits qui lui sont reprochés? C'est ça qu'on demande à l'expert. S'il n'y a pas de lien direct et exclusif, vous pouvez souffrir de schizophrénie et aller braquer une banque. On ne va pas dire, parce que vous souffrez d'une schizophrénie, on va vous y responsabiliser. Si vous êtes allé braquer une banque, ou si vous entrez dans un magasin et que, je ne sais pas, vous voulez voler des aliments pour manger. Il faut que ce soit au moment de l'acte. Il faut que ce soit au moment de l'acte, et qu'au moment de l'acte, ça ait aboli votre discernement. C'est-à-dire que ça vous ait coupé complètement du rapport que vous avez avec la réalité. C'est ça qu'on demande à l'expert. Et c'est peut-être ça qui est mal compris. Ce qui signifie que, oui, il y a des gens qui ont des troubles mentaux, mais qui finalement vont pouvoir se retrouver en détention, et d'autres qui ont des troubles mentaux et finalement qui vont être dirigés vers l'hôpital psychiatrique. Pourquoi? Parce que les troubles, c'est eux qui ont parlé dans le passage à l'acte. Au-delà de l'analyse psychiatrique de Dabia B, qu'est-ce que vous portez comme regard, vous, sur le meurtre d'une petite fille par une femme? Il y a aussi des actes sexuels qui ont été prononcés, c'est absolument abominable. C'est plus rare? Qu'est-ce que vous en faites comme critique? Je dirais qu'en tant que psychiatre, si on veut avoir un minimum d'objectivité, il faut essayer de quitter la sidération. Ces actes, ils sidèrent. Voilà. C'est-à-dire que vous êtes confronté à quelque chose qui est horrible. Le meurtre d'une enfant, l'agression sexuelle d'un enfant, c'est horrible. Ça sidère, et la sidération, ça fait quoi? Ça empêche de penser. Parce que si on s'en tient qu'à ça, tout s'arrête. Là, le verdict, il est donné. Vous avez un coupable, une coupable en l'occurrence, il faut la punir de la façon la plus... Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, dans notre société, c'est pas ça qu'on demande. D'abord, c'est essayer de comprendre ce qui s'est passé pour essayer d'appliquer la sanction la plus juste. Ou les soins si c'est nécessaire. Et tout ça, ça demande de quitter la sidération de l'acte, ça demande de se remettre à réfléchir face à quelque chose qui vous empêche de réfléchir. De voir quelque chose comme ça, ça vous empêche de réfléchir. Donc le rôle du psychiatre, c'est de prendre cette distance-là et d'éclairer la justice. Voilà, de rester dans son rôle. C'est pas à lui de dire elle est coupable, elle est innocente, elle a fait, c'est bien, c'est pas bien. Non. On éclaire la justice, avec cet éclairage, la justice, elle prendra sa décision. C'est ça le rôle de l'expert psychiatre. Mais factuellement, est-ce que les femmes tuent moins? Dans les faits, oui. Vous voyez les prisons aujourd'hui, je veux dire, entre le nombre de places en détention pour femmes et le nombre de places en détention pour hommes, pareil qu'en UMD, le nombre de places en UMD femmes par rapport aux places en UMD hommes, oui, les hommes ont une forme de violence beaucoup plus extériorisée que les femmes, oui. On a abordé extrêmement de sujets intéressants, je vous remercie beaucoup pour cette interview. Je vous rappelle que Laurent Layet a sorti un livre Au pays des ombres, qui est sorti le 25 septembre 2025.
Il est édité par Mareuil Éditions. En tout cas, moi, je l'ai lu. Je prends le temps de lire les livres avant d'interviewer. Et je peux que vous le conseiller. Il se lit vraiment très facilement. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette interview. Je vous invite à vous abonner si cela vous a plu, à laisser un like et à commenter cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une autre interview. Et en tout cas, moi, je vous remercie encore pour cette interview. Merci beaucoup.